Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Tu vois, si je fais chaque jour ce que j'ai envie de faire ce jour-là en me réveillant, je pense qu'au bout d'un mois, je suis pas heureux. Parce que j'ai pas accompli des choses que j'aurais voulu faire, mais qui étaient jamais le premier truc de la liste, parce que moi, c'est quand même souvent glandé. Mais la glande accumulée fait qu'à la fin, je me sens pas très bien. Donc il faut un peu que je trouve des moyens de modifier cet ordre-là. Mais oui, encore un épisode avec Thomas Wiesel. Il est venu à Bruxelles quelques jours pour qu'on puisse jouer ensemble au Kings of Comedy Club, qu'il puisse rôder quelques blagues pour son prochain spectacle. Et on s'est dit que ça serait cool qu'on refasse un nouvel épisode des gens qui doutent ensemble. C'est un peu à l'arrache, c'était sous 30 degrés, donc on est clairement amorti, mais c'est hyper intéressant. On a parlé de processus de création de son prochain show qui aura cette fois un thème précis, qui est le travail. Donc on a parlé d'écriture, évidemment du spectacle, mais aussi de notre rapport justement au travail, du fait qu'on a tendance en 2022 à bosser trop, à exiger toujours d'être plus performant, et du fait que pour Thomas, on est en train d'essayer de remplacer la recherche du toujours plus, donc la prochaine promotion, plus de profils, nouvelle bagnole de société et tout ça, par le paradigme du sens. Et là, on devient obsédé par le fait d'avoir un job qui a du sens, alors que cette recherche est peut-être tout aussi vaine. Alors là, comme ça, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais il l'explique beaucoup mieux que moi. On est aussi revenu sur la tournée de son spectacle précédent, qui s'appelait Ça va. Et puis surtout, il me dit où et quand il sera diffusé. Puis on a parlé de l'évolution de notre capacité d'attention, du besoin de faire des trucs sur Internet pour ne pas que les gens nous oublient, du fait qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, il y a des portes qui se ferment et donc il faut qu'on accepte qu'on ne sera jamais des sportifs professionnels, ce qui fait extrêmement mal au cœur. On compare aussi les milieux du stand-up en Suisse et en Belgique par rapport à la France. Et puis il m'a raconté la fois où il avait fait un corpo, donc un spectacle pour une entreprise, où il avait réussi à se faire détester par une partie de l'équipe de foot qu'il préfère. J'espère que tout ça vous plaira. C'est le troisième épisode qu'on fait ensemble. C'est à la fois flatteur et un peu vexant, je trouve. Pourquoi ? Avec les autres gens qui doutent, genre t'as fait un épisode, puis ils ont pu dire un peu tout ce dont ils doutaient, machin, puis toi, à chaque fois tu t'es dit non mais lui on va retourner. Non mais là je pense qu'il y a encore des trucs. Je pense qu'il doute encore là. On n'a pas fini de couvrir l'intégralité de ses traumas. Ouais, mais ouais, non. Mais c'est vrai. Parce que t'as fait 3 épisodes avec personne d'autre. Non, là c'est le premier, okay. mais il y en aura d'autres. Il y aura Morgane Cadignan et tout, ouais. mais non, c'est vrai que... Est-ce que c'est pas pour ça que t'es venu à Bruxelles ? Pourquoi je suis venu à Bruxelles ? Parce que tu m'as dit de venir à Bruxelles. Oui. Non, c'est pas vrai. Tu m'as proposé des créneaux de 30 minutes pour tester des blagues et je me suis dit que ça me ferait bosser un peu. Parce que sinon tu bossais, t'avais quand même préparé, t'avais 40 minutes avant d'arriver, donc t'avais quand même bossé. Ouais, mais quand tu m'as proposé, j'avais rien, je pense. Ah ouais ? Mais parce que j'étais dans le processus de recommencer à zéro et que je commençais à avoir en Suisse des 10 minutes que j'ai fait exprès de me booker un peu à intervalles réguliers. Puis il y a quelques jours à chaque fois où je me disais, bon là j'écris. Parce que sinon dans le tumulte du quotidien, j'arrive pas à me poser et puis écrire, à part pour des trucs à deadline, des chroniques, des corpos, tout ça. Et du coup, ouais, 10 minutes. Puis une fois que je suis arrivé ici, ouais, je pense que j'avais 30-35. Mais parmi les 30-35, il y avait 10-15 minutes que j'avais jamais joué, je pense. Ah ouais ? Ouais, oui, je pense. Et toi, t'as vraiment besoin de te prendre des moments où genre tu dis là, je suis en écriture, nanana, tu refuses les projets parce que t'es en écriture ? Ou t'as juste pas envie de bosser et tu donnes cette excuse-là alors qu'en fait, tu joues aux échecs ? C'est un peu de tout ça. Honnêtement, je joue beaucoup trop aux échecs et ce qui est très déprimant, si on peut faire une parenthèse échec, c'est que je suis vraiment pas aussi bon que je pensais que j'allais être. Parce que j'ai commencé à jouer aux échecs un peu encouragé par des potes il y a bientôt 2 ans, je pense maintenant, 1 an et demi. Et notamment Jason Brokers qui joue beaucoup aux échecs et lui qui est assez obsessif dans tout ce qu'il fait, c'est-à-dire quand il a commencé à jouer aux échecs, il a joué aux échecs, acheté des livres d'échecs, regardé des vidéos d'échecs, pris un prof d'échecs à distance avec qui il jouait et il est devenu très très bon aux échecs. Et c'est un peu lui qui m'a dit, mais toi avec ton cerveau, machin, tes trucs, ta mémoire, tu serais excellent aux échecs. Et je me suis laissé un peu monter le chou et en fait je suis nul. Et j'aime quand même jouer, donc c'est quand même pas perdu parce que je joue beaucoup, mais il y a une petite déception de ma part où genre je pensais qu'effectivement c'est un truc, tu vois, le basket je sais que je suis nul et puis je joue en étant nul et j'ai du plaisir, mais les échecs je pensais que je serais un peu moins nul que ça, donc
Parfois, quand je perds contre des Philippins de 12 ans, je suis un peu là. Je m'amuse, mais je sais pas, je suis un peu déçu. Mais pour répondre à ta question initiale qui ne portait pas sur mon niveau d'échec, enfin si, mais sans S, je sais pas comment je bosse. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Ça fait 11 ans que je fais ce métier. Ça m'a frappé hier parce qu'une de nos premières parties, Moana a dit qu'elle fêtait ses 1 an de scène. Puis moi, moi, je suis bientôt à 11. Et je sais toujours pas comment je bosse bien et je me connais finalement assez mal. Parce que je dirais que j'ai compris maintenant un peu comment j'écris une chronique, comment j'écris une privée où je dois faire 20-25 minutes sur une boîte, comment j'écris des petites choses comme ça où c'est un effort un peu intense et court. Mais écrire un spectacle, j'ai toujours pas vraiment résolu. Parce que mes expériences étaient très différentes. Les autres fois, le premier spectacle, j'ai jamais écrit de spectacle, j'ai juste commencé à faire des blagues, fait plus de blagues, mis des blagues ensemble, et puis après, au fur et à mesure que je faisais des meilleures blagues, j'enlevais les blagues des débuts, et puis c'était un espèce de plus à l'anglo-saxonne, genre 1 heure de blagues plus qu'un spectacle. Et le deuxième, celui dont la tournée s'est achevée là, qui s'appelle Ça va, justement, j'étais en train de me demander là à l'entame du 3e comment j'avais fait le 2e pour essayer de reproduire les schémas, et puis je réalise que c'est difficilement imitable parce que j'avais arrêté le stand-up à l'été 2018. J'étais un peu en mode qu'est-ce que je vais faire de ma life, est-ce que je vais refaire de l'humour, Vraiment, tu voulais arrêter? Ben, je savais pas où j'en étais du tout dans tout. J'avais eu un late show à la télévision suisse. Mauvaise Blaise. Ouais, avec Blaise Berzinger, absolument, et d'autres humoristes suisses. Et j'avais assez mal géré la répartition du travail et l'organisation de cette expérience. C'est là que j'ai réalisé que j'étais pas tellement un chef d'équipe parce que j'arrivais pas bien à déléguer. Je prenais beaucoup, puis du coup, j'étais exécrable avec tout le monde parce que j'avais pas le temps de me reposer. Et donc, j'ai traversé cette période assez difficilement avec beaucoup de pression. J'ai pas aimé ça. Et je m'étais fixé un peu, je crois qu'il me restait 2-3 dates de spectacle après la fin de l'émission. Et je me suis dit, après la dernière date de spectacle, je prends une pause parce que je sens que les batteries sont à plat. Et j'avais besoin aussi, pendant que j'étais dans la période difficile, d'avoir l'oasis à l'horizon où je me dis, à partir de là, je peux me reposer. Et donc j'ai pris une pause. Puis le problème, c'est que la pause me plaisait bien. Et puis du coup, elle a commencé à se prolonger. Et puis au moment, j'étais là, il va falloir que je fasse quelque chose après cette pause. Financièrement, c'est pas tout de suite nécessaire, mais mentalement, ça commençait à le devenir. Et puis, je savais pas si j'avais envie de me relancer dans l'humour. Enfin, ça m'a vraiment fait remettre le truc à plat. Et j'étais encore en train de me poser cette question. J'avais commencé à avoir une première psy qui me convenait pas du tout pour parler de ça, entre autres. Et on n'avançait pas. Ça va pas durer très, très longtemps. Et au milieu de tout ça, Fary m'a appelé pour me dire de venir avec lui à Montréal. Et comme j'aime Montréal, j'ai accepté. Et j'aime Fary, donc je suis allé avec lui. Et arrivé à Montréal, il m'a fait monter sur ça. À l'arrivée à l'aéroport, il est venu me chercher. Il m'a dit ce soir, il y a un gala, je joue 8 minutes, tu joues 8 minutes. Puis moi, ça fait 3 mois que j'ai pas fait 1 minute de scène. Il dit, voilà, t'as toute la journée. Donc j'étais un peu jetlagué comme ça. J'ai écrit des blagues, j'ai repris quelques trucs que je voulais faire. Puis j'ai fait 8 minutes. Puis à partir de là, je suis là, en fait, je crois qu'il faut que je fasse ça quand même. Et là, j'ai commencé à écrire ce spectacle. Ça va, à Montréal, je suis retourné. Du coup, j'avais un peu l'impression que j'avais besoin d'être à Montréal pour écrire. J'ai explosé mon bilan carbone cette année-là. Je crois qu'en 12 mois, je suis allé 4 fois. Ah ouais? Ouais. J'allais tous les 2 mois, 2 semaines à Montréal. Et j'écrivais, je testais au bordel, je faisais des trucs un peu comme ça. Après, je revenais. J'ai fait quand même des semaines à Paris, ce qui me paraît très lointain. Chaud, le changement Montréal-Paris en termes d'ambiance publique. Ouais, c'était assez compliqué parce que je faisais principalement le bordel à Montréal, qui est un des meilleurs lieux pour faire de l'humour au monde. D'autres endroits très très sympas, l'Abreuvoir, le Jockey. Il y a vraiment beaucoup de soirées d'humour de très grande qualité, et beaucoup d'humoristes très stimulants. Effectivement, un public qui est très érudit en stand-up, et donc c'était très agréable. Et parfois, oui, je rentrais en Suisse et en France, et puis il fallait entamer le processus de voir si ça marchait aussi ici, si c'était pas un truc peut-être trop niche stand-up avec des gens moins documentés là-dedans, notamment en Suisse où le stand-up est jeune, donc il faut parfois des trucs quand même assez accessibles. Et ouais, à Paris, c'était parfois un peu compliqué, mais c'était des époques où je me forçais vraiment à y aller 2 semaines et puis à me mettre le maximum de scènes possible
pour pas avoir vraiment le temps de réfléchir que j'étais malheureux dans cette ville, puis pour toujours avoir une espèce de focale, genre ce soir tu joues 3 fois, et puis du coup tu testes. Et donc c'était un peu staccanoviste comme ça, et il y a quand même eu des endroits très très sympas et des trucs que j'ai écrits à Paris qui sont restés dans le spectacle. Et des autres humoristes à Paris avec qui j'avais du plaisir à être. Mais je pense que cette façon de faire aujourd'hui pour écrire le spectacle, je ne serais pas capable de la faire. Déjà, je ne suis pas capable d'aller 4 fois par an à Montréal pour énormément de raisons désormais, même si Montréal me manque. Et Paris, j'ai développé encore plus qu'avant une relation difficile où je ne suis pas heureux là-bas et du coup, j'arrive pas bien à travailler quand je suis pas heureux. Donc, je me vois mal faire 2 semaines à Paris régulièrement. Donc, je me suis dit, écrire ce spectacle comme ça, c'est pas possible. En plus, j'avais un côté dans le spectacle Ça va, où c'était un peu la première fois que j'allais essayer de parler de moi de façon continue sur le spectacle. Donc, il y avait un truc un peu introspectif où je trouvais des choses à dire. Et là, sur ce spectacle-là, j'ai l'impression que j'ai pas de nouvelles choses à dire pour le moment sur moi. Ou en tout cas, pas de quoi alimenter un fil rouge de spectacle. Et donc, j'ai choisi de pas faire ça. Et c'est un processus de réflexion et d'écriture différente. Et j'essaye de m'isoler un peu de la routine du quotidien pour me forcer à me foutre dedans. Et ça marche très mal. Non, j'ai fait des trucs... Au final, j'arrive petit à petit, mais c'est un peu comme les échecs, quoi. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus ardu que je pensais. Des fois, ça m'arrive de... Bon, j'ai pas fait beaucoup de semaines d'écriture, j'ai dû en faire 1 ou 2. Et des fois, au 3e jour, j'ai pas encore ouvert le carnet, quoi. Je sais pas si t'as vu dans Orelsan, le docu sur Amazon, là. J'ai vu, je pense, 2 épisodes. Alors, je pense que c'est un peu plus tard. J'ai beaucoup aimé ce documentaire. Ne montre jamais ça à personne. Il y a un moment où, je sais plus dans l'élaboration de quel album il fait ça. Il emprunte le chalet d'un pote en Suisse qui est totalement isolé, je crois sans électricité. Enfin, vraiment le truc très rudimentaire. Et tu le vois aller dans cet endroit-là avec toutes ces courses pour tenir pendant 1 semaine et puis pour vraiment écrire. Puis il décrit un peu tout le processus qu'il a fait pour s'installer dans ce chalet, comment il s'est organisé pour se couper du monde. Puis après 5 minutes d'explication, en 1 phrase, il dit juste « j'ai rien écrit ». Et je me suis beaucoup reconnu là-dedans, des fois dans les espèces de montagnes mentales et structures que tu fais pour essayer de te mettre dans des conditions de travail et puis c'est pas là que ça vient. Mais moi, je me suis rendu compte que j'aime vraiment plus préparer des trucs que les écrire, que les faire. J'adore organiser. Genre organiser, tu vois. Genre j'adore les plannings, les trucs. Je me dis, ok, tel jour je bosse sur ça, tel jour je bosse sur ça, mais le faire, ça me casse les couilles. En fait, j'aurais dû faire de la prod, en vrai. Peut-être que tu vas bifurquer. Peut-être. Déjà, t'as genre 8 projets parallèles en même temps qui fonctionnent, donc je pense que t'es déjà plus prod que ce que tu réalises. Qui fonctionne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'arrives à mener de front, genre... Des trucs de rodage comme tu fais, une tournée, un projet de podcast, des projets d'écriture, c'est parce que j'invite 3 fois les mêmes personnes. Oui, alors il y a des béquilles de temps en temps dans les périodes creuses, je réalise bien, mais genre, moi je serais incapable de faire, par exemple, là, je sais pas si t'écris un bouquin, je sais pas si on a le droit de le dire. Tu l'avais pas dit? J'ai pas dit non. Ok, t'essaies d'écrire un bouquin, et donc c'est un gros projet très long qui est plus ou moins équivalent à l'écriture d'un spectacle, j'imagine, en termes d'investissement. Et moi, si j'avais ça, j'arriverais rien à faire d'autre. Parce que là, l'écriture du spectacle, ça me prend beaucoup d'espace mental. Et je fais des privés, je fais des trucs pour gagner ma vie à côté. Mais sinon, je sais pas, j'ai pas envie de relancer une émission. Je me suis posé la question plusieurs fois d'un podcast. Après, j'ai réalisé que je n'aimais pas spécialement. Allez. Non, mais... de façon générale, je refuse les invitations au podcast. Déjà, en faisant le tien, j'ai déjà mon agenda qui est tellement bouqué parce qu'on doit faire un point toutes les 2 semaines. Mais non, je crois pas que c'est un truc où je serais très bon pour interviewer ou discuter avec des gens. Si c'est genre des sportifs. Là, c'est tellement ta cam que... Ouais, mais est-ce que j'ai la fibre pour faire parler des gens qui sont habitués à pas dire de choses intéressantes? Parce que le sportif, c'est un peu le formatage de... Il faut rien dire dans les médias qui puisse nuire à l'équipe ou au coéquipier. Donc, tu apprends très jeune à faire que des réponses bateau pour que ce soit le plus lisse possible. Souvent, les interviews de sportifs, c'est assez frustrant parce que tu sens que tu n'arrives pas à briser le...
On prend match après match. L'important, c'est les 3 points. Je vais remercier mes coéquipiers. Et donc, effectivement, moi, ça me fascine de rencontrer des sportifs grâce au métier que je fais, ce qui est parfois le cas suivant les événements, puis de discuter un peu avec eux, puis dire tel match, tu t'es senti comment, machin. Mais un podcast, en dehors du fanboy que je suis qui serait heureux, j'ai fait récemment un podcast où ça parlait surtout de hip-hop et d'humour avec Thabo Sefolosha, qui est un des 2 seuls Suisses à avoir joué en NBA. Et puis j'étais comme un gamin pendant 2 heures parce que j'ai regardé des centaines de matchs de ce gars. Et puis, genre, j'avais tellement envie de lui poser 1000 questions sur sa carrière. Puis on parlait de hip-hop. Puis je me dis, OK. Donc là, tu vas pas lui demander comment il a défendu sur Kobe Bryant, si tu vas vraiment essayer de parler de Kendrick Lamar. Mais je pense pas qu'il y aurait un intérêt autre que personnel pour moi. Alors, peut-être ça suffit. Mais du coup, podcast, non. Mais tout ça pour dire que ça m'impressionne les gens comme toi qui arrivent justement à organiser leur vie, à compartimentaliser et puis à faire que un truc ne déborde pas sur l'autre et puis d'avoir l'énergie pour tout. Moi, c'est aussi ça. C'est une question que si je veux avoir une vie sociale, une vie sentimentale, une vie professionnelle, il faut que je dose savamment les choses pour pas que je me retrouve totalement épuisé. Et pour revenir sur l'écriture, t'as pas l'impression que justement, enfin, tu disais que toi, tu te mets sur un projet à la fois parce que déjà un spectacle, ça te prend plein d'espace mental. Est-ce que t'as pas des fois ce truc de dès que tu fais autre chose, t'as 1000 idées qui viennent parce que tu vis les trucs et donc c'est beaucoup plus simple quand t'es dans des vraies situations de la vraie vie plutôt que devant ta feuille à devoir repenser à des choses. Oui, alors je pense qu'effectivement le côté un peu romancier du 19e qui s'isole 3 mois dans une maison avec vue sur la mer m'irait pas non plus. Mais je pense que j'ai besoin de vivre des trucs, mais ça peut être hors professionnel, de prendre des notes, de tomber sur des choses et puis ensuite d'avoir le temps de les développer, puis d'avancer un peu pas à pas. Et c'est pour ça que ce spectacle, je me laisse un peu le temps de l'écrire. Parce que j'ai l'impression que si je mettais les bouchées doubles et tout ça, j'arriverais peut-être à le finir, mais ce serait moins bon que si je laisse les trucs aérer, respirer. Et puis je fais de temps en temps des semaines comme ici à Bruxelles où je joue des nouveaux trucs. Après, la semaine prochaine, je crois que je joue pas. Et d'essayer de varier un peu les rythmes, effectivement, pour alimenter avec le reste de la vie ce qu'il y a dans le spectacle. Mais je pense, de nouveau, c'est peut-être plus le cas quand t'écris sur des choses qui te touchent personnellement et des choses de la vie personnelle. Et là, je réalise qu'il y a des choses qui viennent dans mon spectacle, mais c'est moins des choses que je vis moi. C'est parce que le spectacle risque de parler de travail, qui est un peu le sujet qui m'intéresse en ce moment. Et je réalise quand j'en parle aux gens et puis je parle de sujets, parfois il y a des choses intéressantes qui me disent eux, surtout des gens qui sont pas dans le même milieu que nous, sur leur travail, sur leur entreprise, sur leur façon de bosser, qui m'aident et qui me donnent des idées. Mais spontanément, en vivant ma vie, il n'y a pas grand-chose de ce qui m'arrive au quotidien qui s'avère utile pour mon spectacle. Mais en fait, vu que là, c'est un sujet donné, t'écris un peu plus ça comme un corpo, en fait, à devoir faire des recherches par thème un peu. Ben, je crois que c'est un peu aussi ça qui m'a inspiré. Ben, comme je disais, je me dis, un deuxième spectacle que perso, je pense que j'ai pas la matière. Mais ça va, il était pas non plus hyper perso, je trouve. Non, au final, il y a beaucoup de digressions, mais c'était quand même... Ça partait du principe de... Tu parlais beaucoup de ton cul aussi. À la fin, ouais... J'ai quand même dû réfléchir. Oui, mais ça partait un peu du truc de tout le monde croit que je suis déprimé, que je vais pas bien, que j'ai pas d'émotion. Puis en fait, j'ai appris un peu à mieux me connaître et mieux me comprendre. Puis c'était un peu en parallèle avec une thérapie où je faisais un peu ça. Et donc c'était un peu le fil rouge qui me permettait d'avoir des digressions, de parler un peu de mon enfance, parler de mon transit. C'est vrai que ça n'avait pas une vertu narrative incroyable, mais c'était juste rigolo. Mais c'était toujours un peu parler de mon expérience, et puis ci, et puis ça, et tout ça. Mais le fil rouge était un peu moi et mes sentiments. Tandis que là, même si dans ce que j'écris, je réalise que, comme tout humoriste, je ramène tout à moi, parce que c'est quand même le plus important. Les choses qui sont... Les sujets principaux, les trucs, c'est pas forcément des choses qui me touchent déjà parce que je parle de travail, alors que moi, je ne travaille pas. Enfin, j'ai pas... le travail un peu cliché de bureau du 21e siècle. Donc, je parle de situations que j'ai vécues, j'ai bossé un peu dans des bureaux, que des gens autour de moi vivent, mais ça parle moins de moi. Mais c'est effectivement, je pense, j'ai réalisé qu'écrire sans contrainte de sujet, c'est plus compliqué pour moi, et que là, je voyais pas un peu
où partir. Et donc, je me suis mis un peu activement à chercher un sujet. Et celui-là, c'est assez imposé parce que je lisais des articles. Je pense, moi, je lis beaucoup l'actu. Et puis, les articles que je trouvais intéressants de façon un peu plus intemporelle que quand j'écris vraiment sur l'actu, un truc qui va durer une semaine et qui peut faire l'objet d'une chronique, c'était ces trucs sur l'organisation du travail. On a eu l'histoire de télétravail, tout ça. Maintenant, les trucs de temps de travail, les semaines de 4 jours qui commencent à être testées. Je me suis dit, ça, je trouve que c'est intéressant. C'est un truc qui prend énormément de place dans la vie des gens en termes de temps, en termes d'énergie, mais très peu de place en termes de... On se questionne sur comment ça fonctionne. Je trouve que, par exemple, les couples et les choses comme ça, il y a beaucoup de discussions maintenant sur comment machin, mais le rapport au travail, on applique un peu le modèle de base sans vraiment le remettre en question. Et du coup, je trouvais rigolo de se dire mais pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça et comment est-ce qu'on peut faire différemment. Alors pour l'instant, j'en suis pas du tout là, mais quand je teste, et mon truc qui était la plus grosse angoisse, je pense, mon plus gros doute, et qui est encore assez présent dans mon esprit, c'est quand je fais une corpo sur un sujet, le sujet c'est eux. Donc je sais que ça va être pertinent et je sais que ça va les intéresser. J'arrive dans l'entreprise, je vais parler de ce qu'ils ont vécu, je vais parler de leur boîte, je vais parler de leurs collègues, de leurs patrons. C'est obligé que ça les intéresse. Là, je choisis moi arbitrairement un sujet que j'impose à des gens qui viennent voir un spectacle d'humour. Et du coup, j'avais vraiment la crainte de mais s'ils s'en foutent, s'ils n'ont pas envie de parler de ça. Oh, mais les gens, ils vont lire la description avant d'acheter des billets. Pour le moment, ouais. À terme, oui. Mais même ça, tu dis, il y a quand même plein de gens qui vont venir sur la base de ce que j'ai fait avant. On va voir le nouveau d'eux. Ouais, mais tu vends pas non plus un chat dans un sac. Tu parles beaucoup d'actu, tu parles beaucoup de... Voilà, t'es clairement de gauche. Et là, c'est un mélange un peu des deux. Parce que c'est non, mais tu serais surprise. Genre, moi, j'ai l'impression que mes positions politiques, sans être extrêmement identifiables, sont quand même claires. Le courant politique, un peu ce que je pense des choses, mais... Le nombre de gens qui n'en ont aucune idée et puis qui sont choqués en venant me voir en spectacle. Ouais, mais les gens, ils viennent, mais j'ai vu un truc une fois, c'était marrant, il a fait un sketch là-dessus, ou ils ont vu à Montreux, je parlais probablement de sexe, ou un truc comme ça, et ils viennent voir le spectacle, puis ils sont là, en fait, il a des idées qui sont pas du tout les miennes. Et il y a des gens, et c'est tout à leur honneur pour qui ça pose absolument aucun problème qu'on soit pas d'accord, et ça je trouve très bien parce que t'es pas obligé d'être d'accord avec les gens qui te font rire, mais il y a des gens, c'est un peu la désillusion, surtout ils ont projeté peut-être des trucs sur toi. J'ai eu beaucoup ça avec le Covid où les gens qui étaient covido-sceptiques et qui étaient dans les théories de tout remettre en question étaient très déçus que je sois pas dans leur camp parce qu'ils s'imaginaient que je l'étais, et du coup comme je suis beaucoup dans les vannes sur les gouvernements, les pouvoirs, les machins, quand ils voyaient que j'étais pas en train de remettre en question les mêmes choses qu'eux, il y a eu des grosses désillusions en fait, eux, ils avaient projeté des trucs sur moi comme quoi j'étais dans leur équipe tout le long, et le jour où il y a un truc très clair, où on est diamétralement opposés, c'est une trahison pour eux. Et en fait, maintenant, j'ai toujours pensé ça, c'est juste que tu le savais pas. Mon père est médecin, j'ai grandi dans une famille médicale, j'ai jamais dit que la médecine était une arnaque, donc, mais pour eux, c'était forcément, si on était aligné sur la critique des multinationales, on devait être aligné sur une autre critique. Et puis, donc des fois, tu déçois des gens parce qu'ils ont un point d'entrée et puis ils se disent, on est pareil sur tout. Donc j'avais un peu cette crainte mais si ce que je dis sur ce sujet ne les intéresse pas, et déjà si le sujet les intéresse pas, et aussi le côté, j'ai très peur, et c'est pas encore résolu, que ce soit juste une conférence, quoi. Tu vois, il y a le problème, si tu prends un sujet et puis tu dis, je vais vous parler de différents trucs, ça peut vite être un TED Talk, et puis c'est un peu la mort de l'humour, ça. Donc, s'il y a des blagues, il y a des blagues, en soi. Oui. Mais j'avais pas non plus envie que ce soit genre, une conférence très sérieuse dans laquelle j'ai mis des blagues pour couvrir les époques, c'est sérieux, tu vois. J'aimerais bien que ce soit un spectacle d'humour. J'ai 2-3 idées sur la chose et puis j'aimerais bien que ça ressorte à la fin, mais mon but, c'est pas non plus... j'essaie vraiment d'avoir le moins de prétention possible, de me dire c'est un sujet très sérieux, il y a des gens beaucoup plus intelligents et érudits et qui ont passé beaucoup plus de temps que moi sur ce sujet, c'est pour moi qui vais trouver la solution. Mais je trouve intéressant de mettre le doigt là-dessus, puis d'attirer l'attention et puis de faire en sorte que peut-être en rigolant, on réalise qu'il y a des trucs sur lesquels on peut réfléchir. Il y a un truc que tu fais au début de ton 30 là, qui, la première fois, ça m'a un peu surprise, parce que j'ai trouvé ça dur, c'est que tu demandes aux gens, genre, qui fait un taf de merde, tu lui demandes ce qu'il ou elle fait, et puis tu dis, et c'était quoi ton rêve ? Ouais. Et ça, je trouve ça
dur de... Enfin, parce que ça touche un truc tellement personnel, tellement triste, si les gens ils se rendent compte en te le disant que jamais ça arrivera. Et que c'est des trucs on dit oui, peut-être un jour je le ferai. Vraiment jamais tu vas le faire. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est dur, et je pense honnêtement que c'est pas encore la solution pour cette interaction. Je pense que ça fonctionne pas. C'est la première fois que je faisais ça un peu comme ça. Je suis dans une espèce de cul-de-sac. Bon, déjà, je pense que pour moi, les interactions publiques, ça a jamais été un truc très naturel. Maintenant, je commence à aimer ça depuis ma dernière tournée, mais je réalise qu'il faut que ce soit genre que je sois sûr des blagues avant, sûr des blagues après, puis je sais que entre deux, je discute d'un sujet avec les gens et je sais retomber sur mes pattes au cas où l'interaction ne mène pas où je veux. Tandis que là, comme je suis dans du test pur et que je suis pas du tout sûr des blagues, j'ai beaucoup plus de peine à discuter avec les gens et j'ai tendance à être beaucoup plus concentré sur le texte parce que j'ai déjà tellement de travail sur le texte. Donc pour l'instant, les interactions sont pas du tout satisfaisantes à mon goût. Et il y a un truc un peu paradoxal, c'est le fait que les interactions clichés d'un humoriste avec son public, c'est parler du métier que font les gens. Et c'est un peu ça, ou le couple. Mais c'est souvent, tu fais quoi dans la vie, machin. Et là, comme c'est le sujet du spectacle, quelque part, ça me bloque. Je sais pas exactement comment mener ces interactions pour ne pas rester en surface de qu'est-ce que tu fais comme job. Donc, j'ai pas encore trouvé à quel moment j'arrive à discuter avec les gens et pour qu'ils se livrent, justement. Parce que dans le spectacle précédent, je leur parlais de leurs animaux. Tout un segment où je disais ce que je pensais des animaux et les gens parlaient de leurs animaux et je trouvais très intéressant parce qu'ils se livraient vraiment de façon genre assez touchante parfois et honnête sur leurs animaux, leur vie, leur machin, et en sachant que j'allais me moquer d'eux, mais ça leur posait pas de problème. C'est genre un accord, parce que moi je désigne pas, c'est vraiment des gens qui lèvent la main et je déteste l'idée de forcer quelqu'un à parler qui a pas envie, mais et là ça fonctionnait aussi sur un ou deux autres sujets dans le précédent spectacle. Et là, j'ai l'impression, justement, comme j'aborde le sujet du travail, et puis je commence un peu par dire ce que je pense, une fois que je pose la question des gens, est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas leur travail, ben, ils sont déjà un peu inhibés, puis j'arrive pas pour l'instant à atteindre les gens pour qu'ils me parlent. Et donc ça, j'ai pas encore résolu. Mais j'aimerais à terme que dans ce spectacle, les gens puissent me parler, et puis qu'on puisse rigoler, justement, de toutes les aberrations qu'il y a dans le monde du travail. Mais pour l'instant, effectivement, là, on a eu quelques interactions où quelqu'un me disait ce qu'il faisait comme travail, je lui demandais ce qu'il aurait voulu faire. Souvent, d'ailleurs, les filles étaient beaucoup plus courageuses cette semaine. Et il y avait un côté plus, effectivement, triste que rigolo, pour le moment. Mais je trouve ça hyper intéressant, l'idée on a des rêves, et puis on fait un métier qu'on n'aime pas, puis on continue de le faire parce qu'on a des impératifs. Mais de nouveau, il faut que j'arrive à basculer c'est intéressant, comment rendre ça rigolo sans rendre ça tragique pour les gens, parce que il y a évidemment beaucoup de souffrance derrière tout ça, et le but du rire, c'est de mettre un peu de joie là où il n'y en a pas, mais là pour l'instant c'était juste mettre le doigt là où il y avait une douleur. C'est pas ça que tu voulais faire, pas. Donc effectivement, je comprends que ça t'a interpellé, ça m'a aussi un peu fait travailler sur le fait que non, là pour l'instant ça fonctionne pas comme ça. Et c'est aussi un peu un problème d'émetteur, c'est-à-dire que moi, j'ai quand même trouvé un job qui me plaît, qui est un job de rêve pour beaucoup de gens, et du coup, ça fait vraiment un peu l'arrogance de moi, je vis de ma passion, qui ne le fait pas, quoi. Et donc ça, c'est pas du tout ce que je veux obtenir de la part des gens, donc je pense qu'il faut que je rajoute plus de choses quand même sur moi, et peut-être mon parcours, et aussi le fait que même en faisant un job qualifié de rêve, il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas, et puis de moments où je remets quand même en question la façon dont fonctionnent les choses. Et donc là, pour l'instant, il y a vraiment beaucoup de problèmes qui fait que les interactions étaient quand même relativement mauvaises là, pour l'instant. Et toi, même si tu fais un métier qui est considéré comme un métier de rêve pour beaucoup, est-ce qu'il y a un truc que tu aurais voulu faire ? Moi, honnêtement, si j'avais un quelconque potentiel athlétique, je pense que je serais pas dans un domaine artistique. Ah ouais ? Ouais. Oui, je pense que si j'étais capable de faire n'importe quel sport à un niveau au-dessus des U13, qui est peut-être mon plafond actuel à 33 ans, je pense que je serais sportif. Ouais. J'ai eu une passe rap slam à l'adolescence, mais je crois que ça c'était pas vraiment fait pour moi. Est-ce que tu fais partie des humoristes qui vont sortir un album ?
Alors, j'ai l'impression que justement j'ai réussi à sortir ça de mon système avant d'arriver dans l'humour. J'étais très mauvais là-dedans. J'aimais bien. Et en fait, ce que j'aimais, c'était écrire. Donc, je pense que cette composante, je la retrouve dans d'autres choses. Mais non, je veux pas sortir d'album. Et je connais pas beaucoup d'humoristes dont le projet musical a été particulièrement réussi. Donc, ça permet aussi de réfréner des velléités. Mais ouais, peut-être le sport, si j'avais pu. J'ai l'impression que ça, c'est les vies qui me fascinent encore aujourd'hui. Et si ça s'était ouvert à moi, je pense que j'aurais tenté ça. Et sinon, un truc avec les enfants, je pense. Je réalise que c'est des moments que j'aime bien et puis que peut-être qu'un métier où je côtoie des enfants, j'aurais pu le supporter. Mais ça, il est pas trop tard. Tu peux décider de bifurquer à un moment. Oui, ça c'est là où possible. le sport, c'est plus mais compliqué. Ouais, le sport, je pense que c'est terminé. Bah, peut-être dans des fonctions autres que sur le terrain, mais moi, j'ai pas encore réussi à être dans l'optique de je vais faire de l'humour toute ma vie. Moi, dans ma tête, c'est ce que je fais pour le moment et j'ai toujours du plaisir et les gens ont toujours du plaisir. Pour une assez grande partie, pour que ça puisse rester mon métier. Mais je me dis encore, un jour, ce sera peut-être autre chose et il faudra faire autre chose. Mais tu penses qu'il y a des gens qui se disent qu'ils vont faire ça toute leur vie ? Je sais pas exactement. Parce que c'est tellement un truc d'époque et de... Ouais, peut-être notre génération, on est moins dans ce genre de réflexion de se dire ça va être ça, puis après je vais mourir. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des humoristes qui sont moins dans le doute que nous. Je leur souhaite, franchement. Oui. Mais oui, tu sens qu'ils sont bien là-dedans et puis qu'ils n'envisagent jamais de changer. Et puis même, t'en as pas mal qui s'accrochent une fois que c'est terminé pour eux, quoi. Moi, il y a un truc qui me fait un peu mal au cœur, c'est les humoristes un peu plus âgés et expérimentés qui n'ont plus le même succès, qui n'arrivent plus à sentir l'air du temps et toucher la cible avec des blagues et qui continuent de persister. Il y a un côté un peu tragique, quoi. Il y en a qui arrivent très bien à pivoter, à être un peu dans le même milieu puis à rester un peu actuel, et il y en a, c'est juste un peu pathétique. Moi, c'est pas bien de citer des gens, mais il y a quand même un truc qui m'a fait très mal au cœur. Une fois, j'ai joué dans un gala à Montreux qui était présenté par Pascal Legitimus, qui est pour moi, enfin, Les Inconnus, j'ai grandi avec ça, et ça a été vraiment assez formateur pour moi. J'étais tout excité d'être dans son gala. J'étais tout excité quand il m'a dit qu'il avait bien aimé mon passage et puis qu'il a trouvé ça drôle. Et après, ce qu'il a fait sur scène, j'ai pas du tout apprécié. J'ai trouvé que c'était un peu has-been et tentative de rester à la page tout en gardant les trucs qui avaient fait le succès à l'époque. Il y a un côté genre, j'ai pas envie d'être comme ça un jour. J'ai pas envie de pas sentir que ce que je fais ne marche plus puis de m'accrocher à un passé glorieux. Donc ouais, des fois je me dis à 50 ans, je me demande si enfin on veut tous être Alain Chabat, mais il y a quand même beaucoup de textes et d'autres. Donc ça c'est des trucs qui me traversent. Ouais. Je me dis comment est-ce qu'on vieillit dans ce métier où la plupart vieillissent mal, quoi. Ouais, mais c'est compliqué de pas être fucké et de pas être habitué à ce que les gens t'aiment. Et est-ce que tout ce que tu fais, c'est super. Et puis quand tu rencontres que non, enfin, ça remet en question la personne que t'es, en fait. Parce que tu t'es validé via ton travail pendant toute ta vie. Et je pense que c'est... De façon générale, la réorientation professionnelle est très difficile, quel que soit ton travail. Et je pense qu'il y a peu de boulots qui ont autant de place de validation d'ego que le nôtre. Et aller retourner bosser dans un bureau après avoir vécu ce métier où t'es constamment applaudi, mis en avant, tout ça, peut-être qu'effectivement c'est difficile d'enterrer un peu cette part de toi qui a vécu sous les projecteurs. Moi, j'apprécie assez ne pas être le centre de l'attention, où je me dis, pour moi, je pense que ce sera possible un jour de refaire un job anonyme. Mais peut-être que je me berce d'illusions, mais... Je sais qu'à l'heure actuelle, en tout cas, ce que j'ai dans mon métier me permet, dans ma vie privée, de pas du tout avoir besoin d'attention particulière et même plutôt de ne pas trop aimer ça. J'aime pas fêter mon anniversaire, j'aime pas ce genre de truc parce que j'aime bien avoir l'attention quand j'ai préparé ce
que j'allais en faire, et quand j'ai l'impression de la mériter, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce que je vais montrer, et j'aime pas avoir l'attention en soirée, j'aime pas avoir l'attention dans des groupes d'amis où tout d'un coup, heureusement les gens font plus tellement ça, mais on demande de raconter une blague, ou quand les gens me regardent dans un lieu public, moi je pense pas la mériter à ce moment-là, parce que je fais rien de spécialement intéressant, donc ça me met mal à l'aise. Et du coup, j'ai l'impression que cet équilibre fonctionne. Mais peut-être le jour où j'ai plus les projecteurs, j'aurais besoin dans ma vie privée, et je serais le gars gênant qui monte sur des tables et qui doit se faire remarquer. Je sais pas. T'as dit un truc aussi dans ton test, c'est tu parlais des métiers qui ont du sens et du fait que rien n'a de sens. Je pensais que ça allait te parler, ça. Je sais pas, j'avais pas vraiment écrit cette partie-là, et je partais en tirade sur le fait qu'on allait tous mourir et que rien n'avait du sens. Et je me suis dit, je pense que Fanny Riet doit apprécier ce genre en train de d'envolée. noter dans le fond de la salle. Ouais, et tu termines en disant que plus vite on réalise que rien n'a de sens, mieux ce sera, quoi. J'ai cette impression que on a réalisé qu'il y avait un côté un peu débilisant dans ce grind quotidien de chasser quelque chose, la promotion, le bureau dans le coin, le salaire supérieur, machin, notre génération, et qu'on cherche des métiers qui ont du sens. Mais j'ai l'impression que c'est une quête presque aussi futile, parce qu'il y a un côté tout aussi égocentrique de moi, je veux trouver un truc à faire qui va impacter quelque chose. Et je trouve que de pas faire de mal, c'est déjà avoir de l'impact. De créer le moins de dégâts possible, c'est déjà un truc auquel on pourrait tous aspirer. Et puis, ouais, de vouloir sauver le monde, j'ai l'impression qu'il y a un beaucoup plus gros potentiel de faire de la merde que juste de pas vouloir le détruire, quoi. Mais peut-être que le métier qui a du sens, c'est juste qu'il y a du sens pour la personne. Mais c'est ça, je crois que c'est ça que j'essaie de dire, et c'est pas encore très clair dans mes formulations sur scène, c'est que j'ai l'impression que quand les gens cherchent du métier qui ont du sens, c'est toujours du sens au niveau macro, du sens genre ça aide la société, ça aide l'environnement, ça aide des personnes défavorisées. C'est toujours un peu les mêmes métiers clichés qui entrent dans cette catégorie, alors que pour moi, effectivement, ce qu'on doit chercher, c'est qu'est-ce qui, moi, me fait sentir bien. Et si ce métier-là, c'est être dans un bureau devant un ordi 8 heures par jour, tellement bien. Fais ça. Et je suis persuadé qu'il y a des gens, donc c'est juste un peu genre, j'ai l'impression qu'on copie un autre cliché pour remplacer le cliché d'avant, et puis qu'on se dit, bosser dans un bureau, c'est de la merde, et du coup, bosser, aider sur une ferme et bosser dans une asso, c'est super. Il y a peut-être des gens qui seront beaucoup plus heureux dans un boulot que d'aider des gens, et trop bien. Donc c'est un peu ça, je pense, que j'essaie de dénoncer et qui n'est pas encore très très clair, c'est que ouais, on a ce côté un peu maintenant cliché Instagram de je suis quelqu'un de bien et je fais un job qui montre que je suis quelqu'un de bien, mais je suis pas sûr que ce soit ça non plus la solution. Tu parles aussi du fait que ton métier sert à rien. Ouais. Comment est-ce que c'est un truc que tu penses tout le temps, ou est-ce que des fois t'as des pics de ouais, des fois c'est important, les gens ça leur fait du bien, et puis le lendemain t'es comme ça ne sert à rien? Bon, après, je pense qu'effectivement il y a des fluctuations, mais je pense aussi, moi je fais la différence de le métier dans sa globalité ne sert à rien, le fait d'amuser les gens, et le fait que moi je sers à rien parce que si je le fais pas il y en a d'autres. Enfin tu vois, il y a personne au monde qui se dit j'aime uniquement lui comme humoriste, et si lui ne bosse pas, je ne ris pas. Donc, moi, c'est plutôt ça. C'est le côté de... Les gens certaines personnes ont sans doute besoin d'humour, mais si moi, je le fais pas, il y a plein d'autres personnes qui le font et qui le font très bien. Donc, je me sens absolument pas indispensable. Et j'ai l'impression que l'humour professionnel n'est pas non plus la seule source d'amusement des gens. Donc, il y a un côté de... Ça fait plaisir aux gens quand ils peuvent venir voir un spectacle, se relaxer, rire pendant 2 heures. Mais si les humoristes n'existaient pas, ils trouveraient d'autres moyens de s'amuser. Donc il y a un côté, on rend un service qui est agréable aux gens, mais de se dire qu'on sert à quelque chose, j'ai un peu de la peine. C'est un bonus, mais c'est pas une nécessité, quoi. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Et paradoxalement, je crois que pendant le Covid, où on a été vraiment classés dans des catégories essentielles, non essentielles, et nous, il y a eu assez peu d'hésitation. C'était assez vite réglé. C'est juste dans la catégorie non. Ouais, c'était vraiment, on était dans les 5 premiers métiers de la liste, quoi, quand il a fallu départager. Et paradoxalement, c'est là que j'ai senti exactement quel rôle on pouvait avoir, nous, où je me disais, là, il y a un truc au quotidien qui est très lourd,
apporter pour les gens, et les humoristes, on peut aider à alléger un peu ces choses-là en rajoutant des blagues par-dessus. Et c'est là que je me suis dit, je pense que le seul moment où je pourrais me considérer avoir un métier utile, c'est si par exemple j'étais un humoriste ukrainien, ou si je vivais dans une société où il y a beaucoup de choses qui tombent sur les gens. Et là, étant un humoriste en Suisse, j'ai pas l'impression que c'est le peuple le plus malheureux au monde, et j'ai pas l'impression d'être indispensable. On lit souvent les critiques de spectacle maintenant, aiment bien dire ce spectacle devrait être remboursé par la Sécu. La Sécu a bien d'autres problèmes que ça, donc je pense qu'il faut pas se mettre à rembourser des spectacles. Mais non, j'ai pas l'impression qu'on peut sauver quelqu'un avec l'humour. Mais du coup, pourquoi tu le fais? Pourquoi je fais les blagues? Ouais. J'ai rien trouvé d'autre qui me lasse aussi lentement que ça. Humoriste par dépit. Je crois que c'est un peu par élimination. Enfin, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Il y a d'autres choses où j'ai du plaisir qui sont pas viables professionnellement, et des choses qui peuvent me rapporter de l'argent. Je pense que c'est la seule où je peux le faire plus d'une semaine sans avoir envie de changer. Donc, mais non, j'ai beaucoup de plaisir dans ce métier, mais j'ai pas l'impression, comme certains de nos collègues, je dis certains quasi instinctivement, j'ai l'impression que c'est plus les hommes que ça touche, qui ont ce besoin viscéral d'être sur scène. Moi, si j'ai des périodes où je vais pas sur scène, j'ai pas une partie de moi qui me manque. Et même parfois, je dois me forcer à y retourner parce que je me suis un peu habitué au fait de plus monter sur scène. Ça se perd vite, hein, putain. Ouais. C'est flippant. Et puis du coup, c'est assez désagréable le fait de devoir t'y remettre, quoi. Les quelques premières fois. Donc des fois, je dois me forcer, ouais. Mais non, je dirais pas par dépit. Je dirais vraiment c'est ma meilleure option. Je sais pas faire grand chose d'autre qui me déprime pas, quoi. T'as pas une frustration? Moi, je suis en train de découvrir ça là parce que j'ai 28 ans et que je rends compte que les gens que j'admire sont de plus en plus souvent plus jeunes que moi. Et ça commence à me dépiter. Et là, je regardais l'Euro féminin. Faut pas être fan de sport. Mais ouais, mais ça, et j'étais là, putain, mais en vrai, j'adore le tennis, j'adore le foot. Et ben, jamais je pourrais devenir vraiment douée à un bon niveau. Et ça m'a déprimée. Et je voyais genre Oberdorf, je pense. Ouais, il y a 19, elle. Je pense qu'elle a 20. Elle doit avoir 20 ans. Et elle est incroyable. Et toutes elles ont 20 ans, 23 grands max. Et moi, je suis là, putain, mais plus le temps passe, plus les portes se ferment. Et ça me déprime. Je comprends. Moi, j'ai résolu ça avec l'absence d'ambition. Ouais. Ah ouais. Hein. Ce qui, honnêtement, me sauve. Mais j'ai eu ma période, effectivement, en suivant beaucoup les sports, où j'ai commencé très jeune à beaucoup suivre le sport. Et tout à coup, quand les gens avaient mon âge, c'était des grands espoirs du sport, le nouveau futur, machin, et tu vois qu'il est né en 89 comme moi. Et je dis, c'est fou. Et après, tout à coup, ils ont tous ton âge, et après, ils sont tous un peu plus jeunes. Et maintenant, ceux qui ont ton âge, c'est vraiment les vétérans. Moi, ceux qui ont mon âge dans le sport professionnel, maintenant, c'est la présence du vestiaire qui va peut-être plus jouer autant, mais qui est là pour apporter son expérience de vie. Et puis, t'es un peu là, wow, ça fait un peu mal. Et puis, effectivement, maintenant, je vois jouer des gens qui sont nés en 2002. Voilà. Quid. C'est ça. Je pense que c'est le 2 comme premier chiffre qui fait un peu mal. Ouais. Surtout que des fois, elles sont hot. Et je regarde leur âge et je suis comme, oh my god. Alors, imagine-moi. Non, mais c'est tragique. C'est vraiment tragique, cette histoire de temps qui passe. Bon, mais ça, malheureusement, c'est le cas en dehors du sport aussi. On en parlait avec un collègue que je ne veux pas citer. C'est que maintenant, dans la rue, moi, je dois faire attention. Pas que je sois un gros mateur comme ça, mais à une période de ma vie, genre, il peut y avoir des échanges de regards parfois dans la rue. Et puis là, je me dis, mais il faut surtout pas que je regarde cette personne parce que je suis un vieux porc maintenant. Enfin, et c'est pas naturel. Je sais pas, il y a un truc, je sais que je suis vieux, je sais que j'ai plus cet âge-là. T'as 33 ans, ça Oui, j'ai va. 33 ans, mais dans la rue, tu peux croiser des personnes qui ont 15 de moins que ça. Ouais. Et c'est vrai qu'il y en a. du coup, je dois genre mentalement me dire,
me reprendre et me dire mais absolument pas. Enfin, et ça c'est un truc, c'est les premières fois que ça t'arrive, c'est ah ouais, mais maintenant les filles de 18 ans ont 15 ans de moins que moi. D'accord. Alors ça c'est un fait et maintenant il faut que mon cerveau primal le comprenne quoi. Ouais, ça c'est le temps qui passe. Je pense qu'on n'est pas les premiers à le découvrir. Hein. Je pense que les gens qui nous écoutent, qui ont plus que 33, rigolent bien doucement, mais c'est toujours pareil. Tu sais que ça va t'arriver, puis quand ça t'arrive, t'es là, mon Dieu, c'est très très bizarre. Moi, le fait on rigole avec Marina Holman. Moi, quand je dors dans un lit qui n'est pas le mien, maintenant, le lendemain matin, je le sens, quoi. Putain, mais c'est pas possible, c'est des trucs que ma grand-mère disait, ça. Et bah non, maintenant c'est moi, quoi. Cet oreiller était pas terrible, quoi. J'ai vraiment la nuque. Ce qui n'améliore pas mes problèmes de ne pas vouloir partir de chez moi. C'est vrai que là, t'as fait un gros effort, t'es parti 4 jours, 5 ouais, jours. 5 jours, ouais. T'as changé. Ouais, non, mais je crois qu'il faut quand même travailler parce qu'au bout d'un moment, si je reste chez moi et que je bosse pas, je suis pas sûr que je sois très heureux. Enfin, il y a le côté aussi. Ce qui me rend heureux à court terme n'est pas forcément ce qui me rend heureux à long terme si je répète le même schéma. Ah putain, ouais. J'avais jamais mis les mots là-dessus. Ouais, tu vois, si je fais chaque jour ce que j'ai envie de faire ce jour-là en me réveillant, je pense qu'au bout d'un mois, je suis pas heureux parce que j'ai pas accompli des choses que j'aurais voulu faire, mais qui étaient jamais le premier truc de la liste parce que moi, c'est quand même souvent glandé. Mais la glande accumulée fait qu'à la fin, je me sens pas très bien. Donc, il faut un peu que je trouve des moyens de hacker ton cerveau. Exactement, ouais. De modifier cet ordre-là. On avait étudié ça quand j'étais à l'Uni, ça s'appelle le biais vers le présent. C'est-à-dire que tu sais, dans ta hiérarchie de valeurs, les trucs que tu as envie de faire, mais au moment de prendre la décision, tu as un biais qui fait que ça te tord un peu tes perceptions et qu'il y a un truc que tu préfères faire dans le présent par rapport à si tu devais choisir dans l'absolu ce que tu préfères faire. Et donc j'essaye de lutter là contre et je suis vraiment pas très bon. J'ai des gros problèmes de procrastination et tout ça parce que j'ai un biais vers le présent qui est souvent vers des choses qui sont pas du tout liées à mon travail et pas du tout liées à quelque chose de productif. Et de quoi tu as envie à long terme ? Qu'est-ce qui te rend heureux à long terme qu'est-ce que tu vas accomplir ? Ça, j'ai pas de réponse. Je crois qu'il y a un truc qui me fait plaisir, c'est de sentir que dans ce métier que je fais, je suis pas une risée. Il y a un côté j'ai pas une ambition incroyable en termes de nombre de gens qui me suivent, de taille de salle que je veux faire, de nombre de spectacles, machin, mais juste le fait que quand des humoristes parlent de moi et qu'ils disent mon nom, il est pas, ouais non, ce loser. Tu vois, il y a un truc de... Avec son album de rap. Son album de slam, encore en dessous. Je pense qu'il y a de ça. J'aimerais rester le plus longtemps possible, genre, pas ridicule dans ce que je fais. Mais j'ai pas vraiment plus d'ambition que ça, je crois. Mais vraiment, je pense que mon absence d'ambition est quelque chose qui facilite mon bonheur. Parce que je vois des gens autour de moi qui ont plus d'ambition que moi et j'ai l'impression que c'est un moteur. C'est des gens qui accomplissent beaucoup plus de choses que moi et je trouve ça impressionnant. Mais c'est aussi un truc qui constamment te fait sentir que ce que tu as n'est pas assez. Mais ouais, est-ce que l'ambition, c'est pas un truc de gens un peu frustrés et t'essaies de combler le vide en ayant un objectif qui est toujours plus loin parce que sinon tu pédales dans le vide, quoi. Ouais, alors je sais pas si c'est un truc de gens frustrés, mais c'est un truc frustrant. En tout cas, enfin, mon expérience de l'ambition l'est, et j'ai vu tout ça comme, je sais pas si tu vois les courses de lévrier où ils ont un lapin en plastique qui tourne pour les faire courir. Et j'ai l'impression que tu peux toujours courir plus vite, ils vont juste augmenter la vitesse du machin, et donc tu rattrapes jamais le truc que tu veux faire. Et l'ambition est liée à l'ego, et puis l'ambition, c'est comme une pyramide, ces métiers. Donc, si tu veux aller en haut, ça veut dire que tu dois quand même surmonter d'autres personnes et un peu leur marcher dessus. Et ça, c'est pas quelque chose qui me rend très à l'aise. Moi, j'aime bien faire ma place, peut-être à un endroit où il n'y avait pas encore quelqu'un, et puis garder cette place-là et même aider d'autres personnes à atteindre leur place. Mais le côté, j'ai envie d'arriver en haut de la pyramide. Ça, c'est très français, quand même. En Belgique et en Suisse, on est vachement épargnés par ça. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Ouais, je pense que le milieu est structuré différemment. Mais on n'est pas totalement exempté non plus parce que l'aimant Paris est présent
dans nos deux pays pour ces métiers-là, et c'est un grand facilitateur. C'est-à-dire que moi, je suis très heureux avec ma carrière en Suisse. J'ai côtoyé des humoristes belges cette semaine. Je trouve que c'est très sain, le milieu tel que vous l'avez. Mais tu sens, à la fois pour la Suisse et la Belgique, que le moins de succès à Paris de la part d'un humoriste venant de ces deux pays te fait basculer dans une toute autre dimension dans ton propre pays. Bah oui, disons que les gens voient un peu d'arrogance là où c'est des opportunités, quoi. Ouais, mais il y a quand même un truc de... Ouais. Toi, en étant sur France Inter et tes autres collègues qui passent dans les médias français, vous revenez en Belgique, vous avez un peu le tampon validé à l'étranger, qui fait que quelqu'un qui déciderait de ne jamais aller à Paris va peut-être prendre un peu plus de temps. Donc je pense que le système parisien nous contamine un peu comme ça par proximité, un peu, même si tu tiens à l'écart des petites guéguerres qu'il peut y avoir là-bas et des histoires entre les comédie clubs et machin, tout ça, dont j'adore qu'on me raconte les gossips, parce que je trouve ça très divertissant, mais je suis très content que ça n'ait pas de véritable impact sur ma carrière, parce que je pense que ça me frustrerait. Mais je pense que le fait d'avoir ce truc de Paris, qui est quand même, dans le monde francophone, la capitale culturelle. Européenne. Ah ouais? Bah non. Bah à ce moment-là, Montréal est largement au-dessus. Ah, européenne, ouais. Bah, pas vraiment. Hein. Moi, je préfère Montréal et j'ai vraiment beaucoup d'amour pour Montréal. Mais le succès à Montréal t'ouvre les portes du Québec. Le succès à Montréal ne t'ouvre pas les portes ailleurs. Les stars de l'humour québécois doivent recommencer plus bas quand elles viennent à Paris pour essayer de percer le marché européen. Ouais, mais les Français qui vont à Montréal commencent pas non plus au sommet, quoi, j'ai l'impression. Non, pas au sommet, mais une star française remplit sa salle à Montréal. Une star québécoise doit commencer par faire des médias en France et tout ça. Et le marché québécois a ce truc qui est un vrai cadeau, et je pense que c'est dû aussi à la distance, c'est qu'il est autosuffisant, c'est qu'il produit des célébrités et des artistes qui sont consommés par son propre public et tout fonctionne très bien et tout le monde gagne sa vie et ils ont des produits culturels estampillés québécois qui sont très bons. Qu'on a moins en Suisse, vous avez un peu plus en Belgique, mais on l'a vraiment pas en Suisse. Il y a vraiment des parents pauvres. La télévision, fiction suisse, le cinéma suisse, c'est des choses qui ont de la peine à drainer les Suisses. Les gens ne vont pas les voir. La musique suisse aussi, l'humour, on est un peu plus épargné, mais je pense que Paris a vraiment cette faculté de... Quand tu perces à Paris, tu peux aller n'importe où ça parle français. Là, on se limite aux endroits où les gens qui parlent français sont blancs, mais l'Afrique francophone et les territoires, départements d'outre-mer français, les gens qui cartonnent à Paris, ils vont là-bas, ils remplissent leur salle. Moi, tu m'envoies en Côte d'Ivoire, personne ne sait qui je suis, je pense. Donc, il y a un côté... la Suisse et la Belgique peuvent te faire avoir une carrière en Suisse et en Belgique qui est tout à fait adéquate. Et moi, ça me plaît bien. J'adore mon pays. J'adore jouer dans mon pays. Mais du succès à Paris se traduit par beaucoup, beaucoup plus de portes qui s'ouvrent. Et en plus, les portes un peu latérales vers d'autres milieux. La télévision, le cinéma, la fiction, l'écriture. Ou en Suisse, c'est un peu plus hermétique, quoi. Tu fais de l'humour et on te propose des projets d'humour. Et moi, en l'occurrence, vu que je sais rien faire d'autre et que la fiction... Ma seule expérience fictionnelle sur laquelle on a bossé, j'ai pas trouvé ça... Qui était drôle sur Netflix. Drôle sur Netflix, où j'étais, je pense, des 4 stand-uppers auteurs, celui qui était le plus frustré par le mode de travail et par la façon de faire, qui, je sais pas, moi, j'ai pas encore trouvé comment m'intégrer dans des équipes et comment faire partie de plus gros projets sans soit... totalement me désintéresser du truc, soit être très frustré parce que forcément ça dépend de plein d'autres personnes que moi, quoi. Donc pour l'instant la fiction c'est pas pour moi. Et, donc t'écris pas un film comme tout le monde? Je saurais même pas faire ça, mais moi et parfois on me demande genre mais t'as pas des projets de ci, t'as pas des projets de ça, puis moi je suis non, enfin j'ai le projet d'essayer de faire des blagues, de faire un nouveau spectacle s'il est drôle, sinon je le jette puis j'attends. Mais non, j'ai pas cette faculté de me projeter dans plein de milieux différents qui m'impressionne. Quand je discute avec des personnes qui arrivent à mener de front 8 projets, comme toi, comme Panayotis ou comme Marina, je suis un peu là, oh là là. J'ai un mélange de
d'admiration et de fatigue transitive. Mais j'essaie de me projeter au milieu de ça, je ne saurais pas faire. Mais ça m'aide aussi parce que du coup, j'ai pas la frustration. Je vois des copains dans des films, je vois des gens faire des projets prestigieux. Marina qui écrit pour les Césars, qui écrit pour des cérémonies où si tu me proposes dans l'abstraction ce job, genre écrire pour des cérémonies et des trucs comme ça, je serais là, ça m'intéresserait. Mais j'ai aucune jalousie parce que je sais que je serais pas capable de faire tout ça, donc il n'y a jamais le côté j'aurais pu faire ça. Bah, t'es pas capable, mais en attendant, quand t'es devant la deadline, si, en fait. C'est juste que ça te fatigue d'avance, mais en vrai, si, t'es capable. Ouais, mais c'est pas... C'est juste, faut se sortir les doigts du cul et l'idée te plaît pas. Non, il y a de ça, mais il y a un côté aussi, c'est pas stimulant pour moi et c'est pas bénéfique à terme. Tu vois, j'arrive à le faire et puis après, je suis peut-être moins bon sur d'autres trucs parce que j'ai beaucoup donné là-dessus, je suis moins heureux. Enfin, il y a un côté genre, c'est des sacrifices. Et moi, je vois des gens chez qui les projets stimulent la créativité, tout ça. Moi, des fois, si j'ai beaucoup de trucs dans mon agenda, j'arrive même plus à ouvrir des mails qui me proposent d'autres trucs parce que je suis un peu là... Juste de m'imaginer l'espace mental, de dire, OK, entre ça et ça, je vais faire ça. Et il y a d'autres périodes où j'arrive à accumuler parce que je me dis, bah là, c'est une période où je vais beaucoup bosser. Mais ouais, j'ai pas un truc où l'activité stimule forcément ma créativité et mon bonheur. Donc j'essaie de doser le mieux possible. Ok. Mais c'est une chance. Hein. Je sais qu'aussi à Paris, et suivant où tu fais ce métier, t'as pas tellement de choix parce qu'il faut que l'argent entre. Ça, c'est une chose. Et il faut aussi que les gens se souviennent de toi. Il y a une mémoire à court terme dans ces endroits-là où si t'as rien fait depuis 6 mois, les gens savent plus que t'existes. Moi, j'ai vécu ça les fois où je faisais encore quelques allers-retours à Paris sur certains projets. J'avais énormément de choses en Suisse, ça décollait bien pour moi. J'étais épuisé parce que je faisais beaucoup de choses. Et j'arrivais à Paris et les gens me disaient tu fais quoi ces temps, on te voit plus trop. Et il y a un côté très frustrant parce qu'en l'occurrence, je faisais quelque chose, mais ailleurs. Mais je pense qu'à Paris, effectivement, si t'es pas très régulièrement actif et vu par les gens, on t'oublie. Parce qu'il y a tellement de gens qui viennent prendre ta place. Et c'est un truc qui te fait peur, toi ? Si j'étais basé à Paris, oui. Mais du coup, même en Suisse, tu vois, si tu te dis, OK, je prends 6 mois, j'accepte plus rien parce que j'écris le spectacle, est-ce que t'as peur que les gens... Bon, en Suisse, c'est tellement installé que ça risque pas trop d'arriver. J'ai peur un peu parce que je pense que ça me frustrerait si je tentais de faire quelque chose et puis que les gens m'aient oublié. Je pense que je serais quand même un peu triste. Après, de la façon dont fonctionne mon milieu en Suisse, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est même un peu nécessaire. Dans le sens où on est un peu moins de tête médiatique. Il y a moins de canaux médiatiques aussi. Et du coup, les gens sont plus facilement exposés à des personnes qu'ils n'apprécient pas forcément. Et donc, il y a un plus grand risque de saouler les gens. Et je pense que pour cette raison-là, c'est nécessaire de disparaître un peu de temps en temps. Là, je suis dans une phase où je suis moins visible en Suisse parce que je me dis, je l'ai été beaucoup pendant la crise Covid parce que c'était le seul truc que je pouvais faire, c'était être actif dans les médias sociaux principalement. Après, je l'ai été au sortir quand les salons rouverts parce que j'avais des billets à vendre et c'était très difficile de vendre des billets pendant le Covid. Donc, on devait être le plus présent possible pour essayer de tirer les gens dans les salles. Et là, maintenant, je me dis, là, il faut que je disparaisse un peu pour moi aussi recharger mes batteries, puis pour que les gens aient envie de me revoir. Parce qu'il y a un côté aussi, si on te voit tout le temps, tu ne manques plus aux gens. Et puis voilà. Donc, oui, je fais un peu attention à ça. Et je me dis que peut-être qu'un jour, je vais arriver avec un truc tout neuf que j'ai mis 6 mois à préparer. Et puis les gens sont là, non, on a passé à autre chose. Non. On préfère Bruno Pecky. Ouais, mais il y a aussi un côté où je pense que, je dirais pas d'être has-been, mais de passer le premier pic de les gens te connaissent, c'était un peu la saveur du mois, le plus vite possible peut être assez bénéfique parce que c'est assez traumatisant. Moi, je sais que l'ascension a eu lieu de façon relativement intense, mais très rapidement, il y a eu d'autres personnes qui ont émergé après moi, Yann Marguet, Blaise Berzinger, Marina Rollman, Alexandre Kominek, Charles Nouveau, tout ça, qui ont fait que, sans que je disparaisse totalement, le
le focus de genre nouvelle sensation était plus sur moi. Et bien que ce soit délicat au début à gérer, parce que c'est agréable quand même d'avoir les profils dans les magazines et les machins et les trucs, et que tu aies l'impression que les gens s'envoient tes trucs et tu vois tes scores, machin, c'est très agréable. Mais le côté aussi de basculer directement, je suis installé désormais, et puis j'ai des scores qui sont un peu moindres parce que le buzz n'est plus sur moi, mais j'ai plus non plus la pression qui va avec, et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est plus durable sur le long terme dans cette position-là que d'être dans la position Kylian Mbappé, projecteur sur toi, jeune prodige, qui fait que il y a plus d'attentes et plus de possibilités de te merder, et puis surtout le moment où ça switch, si t'as passé très longtemps dans cette position-là, il y a un vrai gouffre qui se crée, que j'ai perçu à une dimension moindre, et ça m'a suffi, quoi. C'est-à-dire le fait que tout à coup, tu t'es plus le nouveau, t'es plus le truc, puis les gens sont déjà passés à autre chose, et tu te dis, voilà, faut que je m'en mette au travail, quoi. J'ai eu une petite période où t'as l'impression de flotter sur l'eau et tout ce que tu fais cartonne. Ouais, c'est difficile de pas. Je trouve que quand t'as fait un truc qui a bien marché, c'est difficile de pas passer 2 ans à se branler dessus et à se dire. Il y a des gens qui font des carrières là-dessus, mais de pas. Vraiment, tu gardes les lauriers, tu fanfaronnes, et puis à côté de ça, t'as tous les autres qui dépassent, qui deviennent vachement meilleurs parce qu'eux, ils ont continué à bosser. Ouais. C'est le syndrome du deuxième album, un peu. C'est que t'as ceux qui, après le premier succès, se disent faut que je fasse un deuxième qui est encore meilleur. Et il y a ceux qui, vu le succès du premier, profitent de tout ce que le succès du premier a apporté en termes de faste, de réjouissance. Et puis forcément, ça se ressent sur le deuxième. Et plus le premier a eu du succès, plus c'est difficile de... je t'entendais parler avec Vizorek d'Angèle. Je pense qu'elle, c'est vraiment dans des proportions XXL, quoi, qu'elle a vécu ça. Et je sais pas comment tu le vis, toi, de devoir imaginer un deuxième spectacle. T'as pas mis tous tes œufs dans le même panier, mais quand même. Non, je sais pas encore, parce que honnêtement, je suis même pas encore sûre que je vais en faire un deuxième, tu vois. C'est juste, là, j'avais envie de faire un truc de mon été, parce que sinon j'ai perdu le vide. Et puis je me disais, comme ça, pour les galas, j'ai du nouveau matos et ça peut servir. Maintenant, je sais pas, parce que quand je me pose vraiment devant une feuille et que je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer, j'en ai aucune idée, en vrai. Je ne sais pas du tout, et donc voilà, c'est ça que là, pour l'instant, j'écris d'autres choses que des blagues, parce que là, je suis pas sûre d'avoir assez de trucs marrants à raconter. Mais je sais pas, parce que comme tu le disais avant qu'on enregistre, il y a ce truc de premier spectacle, t'as 20-30 ans de vécu à raconter. Là où le deuxième, t'es en mode, quid? Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui m'est arrivé ces 12 derniers mois? Ouais, c'est ça. Et donc, la période est beaucoup plus courte, et puis, je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a des trucs qui me font marrer, mais je sais pas. Mais moi, j'ai la chance quand même que le spectacle, il marche bien, mais c'est pas non plus une Paul Mirabel, quoi. C'est pas... Il n'y a pas grand monde pour qu'il y ait une Paul Mirabel. Oui, non, c'est sûr, mais genre, il marche bien, les salles sont complètes et tout, mais c'est pas non plus des 2000 places. Donc ça va, il n'y a pas une pression de ouf, quoi. Non, mais alors, tant mieux, parce que je pense que c'est plus agréable de vivre les débuts dans le métier, les 10 premières années comme ça, que Paul Mirabel, que j'aime beaucoup. Je pense que c'est des challenges qu'on n'imagine même pas. Mais il faut des épaules de ouf, quoi. Ouais. Puis j'ai joué au basket une fois avec lui, c'est pas les épaules les plus larges du game. Mais il y a aussi la pression personnelle, c'est que si t'es satisfaite de ton premier truc, et puis un truc genre t'as pas envie d'être déçu du deuxième, donc il y a quand même une barre que t'as mise à un niveau que t'as envie de toi de surmonter. Ah, mais ça, moi ça va, parce que le premier, je l'aime beaucoup, mais c'est les toutes premières blagues que j'ai écrites de ma vie, quoi. Ouais. Vu que c'est un fil rouge très clair, j'ai pas pu les enlever. Et du coup, là, je sais qu'il y a plein de choses dans le premier spectacle qu'à refaire, je ferai pas comme ça. Et donc, il y a une énorme marge de progression, quoi. Donc ça, c'est cool. Mais c'est au niveau des sujets où j'ai du mal à savoir ce qui est pertinent pour les gens, tu vois, comme tu disais, parler du travail et tout. Et moi, je suis comme...
on est dans un cocon hein, quand même. Ouais, non, c'est. On n'est pas du tout au contact des gens. Heureusement qu'on n'est pas politicien, parce qu'on n'est pas du tout au contact des vrais gens. Ça coûte combien un croissant? Ouais. Ouais, c'est là, on est là à enculer des mouches avec nos petits problèmes de privilégiés. Oui, mais tu m'as fait rire aussi là. Dans ton test, tu dis, tu fais des blagues à un moment donné, tu dis je suis en train de gentrifier le stand-up. Ouais. Puis je regardais autour de nous, on était en nous deux, plus 2 premières parties, blanches à lunettes, puis j'étais là, oui, là, je crois que la gentrification est déjà bien avancée, là, c'est déjà Boboland, là. Ouais, c'était le cas ce soir-là, c'est pas le cas. Non, d'habitude, tout le temps. c'est jusque-là, les dispos, c'était chaud, mais sinon, j'essaye de faire gaffe à justement éviter ça. Ouais. Okay. J'essaye de mettre au minimum de meufs et essayer de varier un peu plus les profils parce que sinon, c'est vraiment. On n'est pas bien là entre blancs, quoi. Ouais, je disais ça justement par rapport à la Suisse. J'aime bien comparer la Belgique et la Suisse, même si je crois que vous êtes le double de francophones que nous. 4 millions, je pense. Ouais, 6 millions, alors nous, 5. on est 2 millions. Ah ouais. Du coup, forcément, je pense, si tu fais x2 en termes de population, tu fais peut-être x3 ou 4 en termes d'artistes, mais il y a quand même des trucs comparables, et je trouve que vous avez beaucoup plus de filles dans le stand-up à tous les niveaux d'expérience, que ce soit établi, professionnel, semi-pro ou genre amateur open mic. Vous avez beaucoup de filles à tous les étages, et ça, c'est un truc qu'on n'a pas réussi à faire, nous. Et où on est encore très 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 masculin en Suisse, d'autant plus depuis que Marina Rollman ne veut plus faire de scène, même si on ne sait pas combien de temps ça va durer. En général, c'est retraite, c'est un peu la Johnny du game, ou Jay-Z pour avoir une référence moins morte. Mais ouais, ça, j'avoue que c'est une petite frustration, et que j'aurais aimé peut-être un peu plus contribuer à me dire bon, bah, y a quelques personnes que j'ai pu aiguiller et qui ont commencé ce métier, mais nous, c'est encore beaucoup de mecs blancs. Ben nous, il y a vraiment beaucoup de scènes où jouer en amateur, donc ça aide de ouf à ce que n'importe qui puisse se lancer sans avoir de pression. Tu vois, à Paris, il y a beaucoup de scènes, mais le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup plus d'humoristes. Puis du coup, il y a plus d'humoristes que de scènes. Et donc, j'ai l'impression que c'est quand même un peu... De nouveau, je parle d'une expérience qui est plus très récente, parce que j'y vais plus beaucoup, mais un peu les mecs entre eux qui trustent les places, puis les filles se tiennent les coudes pour essayer de se faire une place aussi, mais il y a une proportion qui est une à la fin pour les quotas, histoire de dire qu'il y en a une, mais ouais. Donc il y a quand même un truc, les schémas sont plus faciles à reproduire qu'à bousculer, mais effectivement ici vous avez à la fois les opportunités de jouer et le réservoir de gens pour jouer, donc c'est vachement bien que ça se soit développé. Moi j'ai l'impression que la première fois que je suis venu jouer au Kings of Comedy, par rapport à maintenant, c'est pas du tout la même histoire. Il y avait vraiment genre quelques humoristes de mon âge, 2 ou 3 un peu plus jeunes qui débutaient, puis sinon les humoristes télévisuels ici, mais c'était incomparable avec ce qu'il y a aujourd'hui. Rien que tu entres dans le Kings et puis t'as 12-13 affiches de stand-uppers, en plus t'as tous ceux qui font des 20, des 30, des machins, des spectacles une fois par mois, c'est impressionnant. Je trouve que c'est une belle réussite, et ça me fait penser un peu à ce que je vois à chaque fois que je vais à Montréal. Et ce que j'aimerais bien voir en Suisse, même si en Suisse, honnêtement, il y a, pour les gens qui nous écoutent, il y a une génération d'humoristes suisses plus jeunes que moi, qui sont en train de faire plein de trucs et d'être assez impressionnants. Je pense à Bruno Pecky que tu as cité avant, qui lui va partir à Montréal. Il y a Cinzia Cataneo, il y a Thibaut Agoston, Nadim Kane, Lord Betrave, Jérémy Croza, Jérémy Ecoffer. On a vraiment un peu une deuxième vague après celle de laquelle j'ai fait partie qui arrive. Et ça, c'est assez cool dans un petit pays comme le nôtre de se dire il n'y a pas de trou après nous, quoi. Parce que moi, avant nous, il y a eu un trou où j'ai l'impression, quand j'ai commencé l'humour en Suisse, il y avait Nathanaël Rocha qui était un espèce d'îlot comme ça, hors du temps, qui faisait ses trucs. Qui flotte. Ouais. Et lui, il est un peu plus vieux, il avait l'âge de sa génération qui, eux, était plus dans l'humour seul en scène ou peut-être quatrième mur, tout ça. Et du coup, entre eux et nous, il manquait une génération, et ça fait que les gens de mon âge en Suisse ont grandi sans consommer d'humour suisse, parce qu'il n'y avait pas d'humoriste qui s'adressait spécifiquement à nous, et il a fallu un peu réparer ce lien-là d'abord. Et maintenant, ça a été plus ou moins fait. J'ai l'impression que c'est
pas du tout excentrique pour un trentenaire ou une trentenaire suisse d'aller voir un humoriste suisse. Alors que si ça avait été le cas il y a 10 ans, ça aurait été un peu, tu vas avec tes parents, ou enfin, tu vois, il y aurait eu un truc un peu plus générationnel. Donc ça, c'est une grande réussite. Après, j'aimerais bien que ce soit le cas, effectivement, pour d'autres modes d'expression, parce que des fois, on se sent privilégié en humour. Puis après, j'ai mes potes musiciens suisses, mes potes qui sont dans le cinéma en Suisse, puis ça a l'air d'être impossible de faire quoi que ce soit, quoi. Les films suisses ne sortent pas au cinéma en Suisse. Enfin, il y a un truc un peu genre. Ils sortent où alors? Ils sortent, je sais pas. Je sais pas, mais ils sont là, ils sont faits. Hein. On n'est pas au courant du coup. Enfin, il y a un vrai problème, quoi. Ouais. Et puis t'es là, des Marvel, il me semble qu'il y en a eu assez. Enfin, à quel moment on va se dire qu'il y a eu assez de Marvel? Ça, je me demande. Il y a 5 ans. Hein. Alors moi, personnellement, un peu avant même, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression que y a une espèce d'énorme truc qui phagocyte un peu tout le reste. Puis en termes de diversité de production artistique, sans être un snob, parce que moi je suis pas non plus très client de trucs d'arrêt d'essai, de trucs. Enfin, je suis pas très bon public de façon générale, mais j'ai l'impression qu'entre Marvel et les films qu'on avait nous il y a 20 ans, où t'avais quand même un peu de temps en temps un truc qui était pas un remake, un reboot, une suite, c'est assez effrayant. Puis j'ai lu un article qui explorait les effets spéciaux, effets visuels. Et le fait que ça a pris une place énorme maintenant à Hollywood, parce qu'il y en a dans tout, y compris maintenant dans les séries télé, ce qui n'était pas le cas à l'époque, et les pressions qu'ils ont, et le fait que maintenant ils peuvent plus faire le boulot tel qu'ils aimeraient le faire, genre en mode perfectionniste, ils doivent juste faire pour que ce soit prêt pour la deadline, et les gens qui bossent dedans, ils regardent leur production et ils voient tout ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Chaud. Et t'as une espèce d'engrenage il faut donner du contenu à la machine pour que les gens la consomment, mais on n'a même pas le temps de finir le contenu qui est assez effrayant, je trouvais, ce rythme de consommation qu'on a des produits culturels qui est un peu similaire au rythme de consommation qu'on a de à peu près tout aujourd'hui, me fout un peu les boules. Ouais. Mais t'as pas eu ça avec les réseaux pendant le Covid? Ce truc il faut absolument que je sorte des choses. Ouais, moi je l'ai ressenti très fort. Ouais. Mais je pense qu'il y avait un côté d'auto. Je tirais ma valeur de ce que je mettais sur les réseaux. J'ai l'impression que c'était la seule chose que je pouvais faire. Donc un jour où je postais rien, je me disais est-ce que j'ai été utile aujourd'hui? Donc oui, j'ai sorti ça. Et le fait que au début, ça marchait très bien et je gagnais des likes, des followers, des machins, des gens qui appréciaient mon travail, c'est stimulant. Après, il y a eu un espèce de changement d'algorithme où je sais pas, moi ça fait, sur Instagram, pour prendre un exemple, ça fait je crois 1 an et demi que j'ai pas gagné un follower. On continue à poster des trucs, donc je sais pas. Attends, c'est pas possible ça. Enfin, j'ai gagné et perdu, mais ça fait 1 an et demi que je suis au même chiffre sur mon... Ah ouais? Ouais. Ce qui est assez bizarre. Hein. Ouais, c'est chelou de ouf. Donc à un moment donné, je me disais, ce qui est assez bizarre, surtout qu'au début, c'était mon seul moyen d'expression, donc c'était un chiffre que je scrutais un peu comme baromètre de ce que c'est en train de grandir ou pas. Alors je me suis dit, est-ce que j'ai atteint le plafond? Les Suisses qui veulent me suivre m'ont suivi, et puis dans les autres pays, j'ai toujours eu un peu moins. Est-ce qu'ils ont changé l'algorithme? Est-ce que j'étais ghost, shadowban, ou je sais pas quoi? J'ai jamais vraiment su, mais en tout cas, je reste 132. 132, si vous voulez aller vérifier, ça doit être toujours 132. Ça fait un an et demi que c'est à 132. Ok. Donc ouais, et ça te force à relativiser. Dès le moment où tu gagnes plus un follower, t'es là, je vais poster quand ça me fait plaisir. Quand il n'y a plus le truc il faut que je grossisse pour remplir mes salles, parce que sinon ça grossit plus. Donc. Mais oui, d'être à la merci de ça, je trouve ça horrible. Ouais. De bosser sur un truc, de le sortir et d'être là, c'est pas la qualité de ce que j'ai fait qui va déterminer son succès, c'est des lignes de code quelque part de la seconde où j'ai posté, des 8 premières personnes qui like ou qui commentent et tout ça, et ça paraît tellement aléatoire, et je trouve que de se mettre dans les mains de ces calculs obscurs, c'est assez flippant, et malheureusement ça augmente, et ce sera dans plus de domaines de nos vies que des trucs aussi futiles. Donc c'est un des trucs qui m'effraie, et un des sujets qui m'intéresse beaucoup, et j'ai presque hésité à faire ça au lieu du travail, c'est le cycle d'attention, puis le fait que ça nous bouffe le cerveau et ça nous morcelle vraiment, le fait que ma génération et la génération d'après n'arrivent plus à lire autant de livres que ceux d'avant. On veut des films plus courts, on veut des choses qui se passent plus rapidement. Alors qu'ils n'ont jamais été aussi longs, j'ai l'impression, putain. Les Marvel? ouais, même les autres, c'est vrai. là.
Mais ils sont mégalons en ayant tout le temps des trucs qui se passent et on a plus le temps pour des choses qui se développent un peu. Et puis on est un peu débile parce que on veut plus regarder un film de 2 heures, mais par contre 8 épisodes de 40 minutes, ça c'est tout le monde. Donc il y a un truc. Ouais, mais c'est parce qu'il y a le déni. Il y a ouais, juste un de 40 minutes. Ouais, mais justement, je trouve qu'il y a un shift très intéressant et qui a été peut-être encouragé par ces usines à dopamine que sont les réseaux et les notifications et qui fait que ça bouleverse profondément notre façon d'être. Et je pense que c'est un sujet qui risque de m'intéresser à l'avenir parce que moi, je le sens sur mon propre cerveau que je suis vachement moins apte à me concentrer que je l'étais il y a encore 10 ans. Et ça, c'est assez flippant. Ça fait un peu vieux con qui se plaint de TikTok, mais ça m'effraie pour de vrai. Tu es sur TikTok ? Je suis sur TikTok de façon très inactive. Où au début, j'ai créé un compte parce que je crois que Johan Provenzano me montrait ce que c'était. Je me suis appelé pas Thomas en tout cas. Allez. Et puis, je pense que j'ai posté 2 trucs en 1 an. Et puis après, quand j'ai vu que vraiment ça arrivait dans nos pays et puis que je voyais des collègues qui faisaient des gros scores dessus, j'ai mis mon vrai nom. Et puis j'ai commencé à reposter les vidéos que je mettais ailleurs et ça marche pas du tout. Parce que je pense qu'il y a vraiment une grammaire, il y a une façon de faire qui est très spécifique. Et de ce qu'on m'a expliqué, apparemment, le contenu qui est produit, plus c'est produit, plus c'est mis en scène, quelqu'un sur scène avec un micro, moins ça marche, quoi. C'est vraiment le truc un peu dans ta voiture ou dans ta cuisine et tout ça. Et ça fait partie des choses que j'ai pas de voiture, j'ai pas de cuisine. La fameuse cuisine, elle a été terminée. Non, jamais. Ah oui, non, mais elle a jamais été commencée en fait. Ouais, non, j'ai fini par ne pas rénover Ceux qui avaient écouté l'épisode 2. C'est vraiment une saga passionnante. Écoute. Non, mais tu me l'as rappelé avant l'épisode. J'avais plus pensé à ma cuisine depuis très très longtemps. Mais tu m'as rappelé avant l'épisode que la dernière fois, effectivement, j'étais dans ce processus. Et je crois que c'était la dernière fois qu'on s'est vu. C'est ça qui m'a frappé aussi. Ouais, ça fait quasi 2 ans. Non, c'était 2 ans en juin. Il est sorti en juin. Oh là là. Ouais. Et ces années Covid, entre guillemets, je trouve que la timeline, c'est très difficile à estimer. Ouais. T'as des trucs, t'as l'impression que c'est arrivé il y a 6 mois, c'était il y a 2 ans et demi. T'as des trucs, t'as l'impression que c'est arrivé il y a 2 ans et demi, c'était cet été. Et moi, mon spectacle, j'ai l'impression que je le joue depuis 5 ans. Ah ouais. Et en fait, c'est 3. Ouais, mais 3, c'est long. Mais alors, c'est très long. Nos hommages à Alex Vizorek, mais... Je l'embrasse, là où il est. Ouais, alors moi, pour l'avoir joué 3 ans et demi et enfin terminé là, c'était très long la fin. Je te souhaite beaucoup de courage pour cet automne, mais... Ah, mais maintenant, je re-aime le spectacle. J'ai eu une phase où j'en pouvais plus, là, ça va. Ok. Le fait de... En fait, je l'ai détesté quand je jouais à Paris. Je fais 4 mois à Paris, c'était horrible. Et puis, quand j'ai commencé la tournée... Si on a des auditeurs parisiens, ils doivent se dire... Mais c'est pas vous, hein, c'est... Oui, c'est le pas collectif. vous. Ouais, c'est pas vous individuellement, mais Voilà. c'est quand même vous en 12 tant que millions de masse personnes dans un qui ne endroit sourit pas. qui devrait en avoir 3 fois moins. Ouais. Ah, mais 4 mois. Mais tu joues quoi, 1 fois par semaine? 2 fois? 2 fois semaine. Ah ouais. 2 fois semaine et tout. Et donc, je m'étais dit, la tournée, ça va être horrible et tout. Et en fait, c'était trop bien. C'était le fait d'avoir un rythme. Moi, ça m'aide de ouf. Tu te lèves, tu prends un train, tu vas dans une ville, tu fais des balances, Et en fait, c'était vraiment cool. Et en plus, j'étais avec Jonathan qui m'accompagnait sur toute la tournée. Et c'était vraiment cool. Et là, j'ai re-aimé le spectacle parce que je voyais qu'il était drôle. Là où, pendant 4 mois à Paris, je m'étais dit, en fait, je me suis trompée de métier, quoi. Ouais, je sais pas, il y a un truc bizarre. Je pense que quand tu construis tes trucs à Paris et que tu joues à Paris, bah, c'est fait pour Paris et ça marche. Et c'est peut-être exportable, mais l'inverse, c'est difficile. Moi, je pense que la date de la tournée dont j'étais le moins satisfait, c'était celle à Paris, au Bataclan. Et pour beaucoup de raisons qui sont pas toutes intéressantes, mais ouais, il y a un côté de si tu t'habitues à des publics de provinces françaises, de Suisse, de Belgique et de villes plus petites et que tu débarques à Paris, je sais pas, c'est pas le même feeling, c'est pas la même attitude des gens, Bah, tu sens que t'es pas leur soirée, quoi. T'es juste un truc dans leur soirée avant d'aller faire un truc mieux. Mais que t'es jamais le sommet de leur journée, quoi. Ouais. Et puis tu sens peut-être moi, plus j'ai besoin d'être qu'ailleurs le sommet. que...
La semaine. C'est ça. Leur truc du mois. Non, mais moi, j'ai ce truc à Paris, des fois, je sens aussi que c'est l'idée de quelqu'un du groupe qui a dû convaincre les autres et que t'en as 4 qui ont les bras croisés, qui sont là, vas-y, fais-moi rire. Alors que t'as, même dans d'autres villes françaises, ce qui m'a surpris, moi, j'ai joué à Lyon, j'ai vendu plus de places qu'à Paris. Enfin, pas au total, mais sur une soirée, et j'avais jamais mis les pieds là-bas, et les gens étaient très enthousiastes, et il y avait cette curiosité de. Pourtant, c'est la deuxième ville française, Lyon. Ouais, je pense. Donc, c'est pas un truc forcément de village, mais juste, ils sont contents qu'il y ait un truc, ils sont curieux, ils viennent, tandis qu'à Paris, c'est. Justifie le fait que j'ai décidé de passer 2 heures avec toi, quoi. Genre, j'investis mon temps, t'as intérêt à pas me décevoir. Il y a une espèce de pression, je pense, qui est fonction du fourmillement d'offres culturelles qu'il y a là-bas, où tu es toujours en compétition avec plein d'autres trucs, et donc les gens ont une espèce de truc, tu dois leur prouver qu'ils ont fait le bon choix. Et je suis pas à l'aise avec la compétition. Il y a quelqu'un sur Twitter qui demandait... Qu'il allait bien se faire enculer, vraiment. Je lui souhaite... qui disait est-ce que le fait de pendant le confinement faire pas mal de vidéos de revues de presse et tout, ça te donne envie de refaire des chroniques genre France Inter ou ce genre de choses? Alors je fais des chroniques mais en Suisse, donc ça j'ai repris il y a un petit moment déjà. Je crois que Couleur 3 ou... Non, alors, j'ai jamais travaillé pour Couleur 3, mais... je confonds avec tous les autres Suisses. Oui, c'est ça. Non, sur la première, j'ai fait des trucs sur les élections françaises pour un magazine qui s'appelle L'Illustré. Et puis, je fais une revue de presse dans l'émission télé 52 minutes des 2 Vincent, qui sont un peu les têtes de proue de l'humour helvétique. Ah, c'est là où il y a David Castello-Lopez qui fait les chansons? Exactement. Ouais. Incroyable, ce mec. Exactement ça. Quand il n'y a pas David Castello-Lopez, c'est moi. Et du coup, les gens sont très déçus. Ah ouais, coup dur. Donc, je fais des chroniques dans ces différents médias. Donc, j'ai toujours envie de faire des chroniques, j'aime bien ça. Le truc de France Inter, c'est juste... C'est Paris, quoi. Voilà, c'est ça. Et ils m'ont contacté quelques fois au cours des dernières années depuis que j'ai arrêté. Moi, j'ai arrêté en 2018. Et ma question était toujours la même à chaque fois. Est-ce que je dois venir à Paris pour le faire? Et la réponse était toujours la même. Et du coup, pour cette raison-là, j'y suis plus. Parce que je sais que faire l'aller-retour une fois par semaine à Paris, pour moi, c'était pas un gage de bonheur et de stabilité émotionnelle. Donc, je veux plus le refaire. Donc, si c'est sa question, c'est sur les médias français. Je pense que tant que ce sera cette périodicité d'une semaine, c'est impératif d'être présent. Mais genre, si c'est un one-shot, t'enregistres 10 émissions en 2 semaines et puis tu rentres chez toi. Moi, ça, pour l'actu, malheureusement, c'est difficile. C'est vrai. Mais je t'avoue que là, Marina Rollman m'a dit qu'elle envisageait, de nouveau, je dévoile des trucs sur les carrières d'autres personnes entre ton livre et ça, mais qu'elle l'envisageait de faire. Je crois qu'elle le fait déjà, donc je peux pas de le dire, mais genre sur France Inter, mais de façon semi-régulière, où elle vient de temps en temps faire une chronique. Ouais, maintenant, il l'appelle quand il y a un trou, et elle dit si elle est dispo, si ça l'inviter la branche et tout, ouais. Donc ça, peut-être que ce genre de deal, pourquoi pas, tu vois, genre si je dois y aller une fois par mois, une fois tous les 2 mois, là j'en ai trop en Suisse pour pouvoir accepter ça, mais le jour où il y a peut-être un deal qui convient à mes névroses. Mais en fait, les gens sont toujours extrêmement surpris quand ils te proposent un job et qu'ils réalisent que tu n'habites pas Paris, quoi. Je sais pas si c'est le cas pour toi aussi. Ouais, les gens pensent en général que j'ai déménagé parce que... Bon, toi, tu y es en plus présente dans les médias, donc... c'est ça, ouais. Ils se disent si elle est chaque semaine chez Inter, c'est qu'elle a déménagé parce que c'est pas possible de faire l'aller-retour. Alors que si, 1h10. Ouais, pour vous en plus. Ouais, pour nous, c'est chill. Hein. Ouais, moi, ça fait quand même 4 ans que j'ai plus rien fait dans un média français et les gens sont toujours persuadés que j'habite Paris. Ah ouais. Et du coup, les gens, des fois, on m'a proposé quand même cette année, là, je crois que je peux le dire parce qu'ils l'ont proposé à peu près tout le monde, la matinale de France Inter une fois par semaine. Très très proche de la rentrée, donc je pense que dans... Ils sont dans la galère. ouais, mais non, c'était l'année passée du coup, hein. C'était il y a 1 an déjà. Et j'ai senti que j'étais pas du tout en haut de la liste, mais qu'ils m'ont appelé, et quand j'ai dit j'habite pas à Paris, c'était un peu « Ah bon ?» C'est donc vous. Ouais, et puis il disait oui, mais du coup, est-ce que... Et ils pensent que leur mandat va te faire déménager à Paris, putain. Non, quand même pas. Donc c'est plutôt des raisons logistiques, mais France Inter, j'ai bien apprécié. J'avais arrêté parce que j'avais
mon émission justement qui commençait en Suisse, mais sinon j'aurais continué. Et puis, mes autres expériences, mes expériences de chronique en France, je pense que j'en tire plus de positif que de négatif au final. Par rapport à d'autres expériences. Maintenant, en France, les projets, quand on me propose un projet qui est genre en développement, j'ai beaucoup de peine à être enthousiaste parce que j'ai jamais été dans un projet qui allait jusqu'au bout. Ou alors drôle, c'était peut-être le premier. Le point commun entre tous les sujets, tous les trucs foirés en France, ouais, Thomas Wiesel. Ouais, c'est ça, mais justement, presque, des fois j'ai envie de leur dire, mais ne me mettez pas dedans. Vous signez l'arrêt de mort de votre projet. Non, drôle, effectivement, on m'a appelé alors que c'était déjà bien avancé, mais c'était pas encore écrit ni tourné, et ça a eu lieu. Mais sinon, en général, on m'appelle, ils j'accepte. ont arrêté après une saison, quoi. Mais j'avais arrêté avant, moi. Ouais, pose-toi les bonnes questions. Bah non, justement, là, pour le coup. Non, mais effectivement, c'était surprenant aussi, ça. Mais ouais, j'ai de la peine à m'enthousiasmer maintenant pour des projets parisiens parce que je sais un peu tous les obstacles qu'il y a, et puis j'ai quand même un peu de la peine à bosser sur un truc en sachant qu'il y a une forte chance que ça voit jamais le jour. Ouais. J'ai quand même besoin que quand j'écris un truc, quelqu'un le dise un jour. C'est peut-être là que je mets une partie de mon ego quand même. Question qui est beaucoup revenue sur les internets. Il s'est diffusé quand ton spectacle et où? Je suis content que les gens se posent la question. Moi-même, je me la suis posée. Je pense pas qu'il y ait de confidentialité, donc je peux vraiment dire exactement ce qui se passe. Il a été diffusé par la télé suisse, ça c'est déjà un déjà premier. Ouais. Okay. On a fait 2 captations parce que la télé suisse voulait capter avec ses équipes, ses caméras et tout ça. Et nous, on voulait faire une captation qu'on puisse proposer à des services de streaming. Et du coup, c'est pas les mêmes standards de qualité, de machin, de trucs. Donc, on a organisé 2 captations. La télé suisse a capté en janvier à Genève et a diffusé quasi immédiatement, je crois, fin janvier sur la télé suisse pour des bons scores, d'après ce qu'on m'a dit. Et c'est toujours dispo en streaming? Non, je crois pas. Je pense que ça a été dispo pendant un mois. Okay. Un truc comme ça. Et je crois que ça l'est plus. Mais les gens peuvent vérifier. Et ensuite, nous, on a capté un peu avant ça, en décembre à Lausanne. Et ensuite, le montage, tout ça, truc. Et ça s'est terminé mars-avril, je crois. Et on l'a proposé à Netflix, qui nous a indiqué qu'il pivotait vers d'autres choses que des spectacles d'humoristes pas connus. Alors que c'est vraiment le créneau de moi, rêve. Moi, je comprends pas. Moi, je pense qu'il y a vraiment, genre, je leur ai dit, mais la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'attend que ça, quoi. Donc, eux, ils sont vraiment sur les trucs globaux. Donc, je crois même, en France, hormis les grosses têtes d'affiche avec qui ils bossent déjà, ils vont pas bosser avec des spectacles d'artistes un peu plus petits. Et donc, la Suisse, ça les intéresse absolument pas. Pour des raisons notamment linguistiques, parce qu'à 1 heure de chez moi, les gens savent déjà plus qui je suis, en restant dans mon pays. Donc, je réalise que je suis mais t'es quand même un peu connu en France. Un peu, mais genre, à l'échelle de Netflix, c'est une poussière, tu vois. C'est genre, déjà, la France, c'est une grosse poussière. Donc, non, Netflix, Netflix, pour l'instant, nous a dit, peut-être, machin, proposez-nous, envoyez-nous, mais ça veut dire non. Enfin, ils m'ont préparé au non. Du coup, pour des raisons, je pense, de valeur mal placée, j'ai pas envie de l'avoir sur Amazon Prime. Parce que Jeff Bezos m'a mal parlé une fois. Et idem pour Canal+. J'ai un peu une petite irritation envers Monsieur Bolloré, qui ne sait même pas qui je suis et qui ne saura jamais. Donc, c'est vraiment unilatéral. Et du coup, pour moi, c'était un peu Netflix ou rien. Et donc, ce sera rien. Et donc, je vais le mettre sur YouTube dans pas longtemps. Comme j'ai fait avec le précédent. Le précédent, t'es vraiment décidé à ne pas gagner d'argent avec tes diffusions, en fait. Ouais, je sais pas. Là, il s'avère que j'ai de la pub sur ma chaîne YouTube depuis le Covid. Mais mon but, c'est que les gens le voient parce que pour le coup, j'étais vraiment content de ce spectacle-là. Et je trouve cool qu'il existe en intégralité quelque part où c'est facilement disponible. C'est pour ça que je voulais pas aller non plus vers des trucs un peu plus obscurs. Mon but, c'est que les gens le voient maintenant. J'ai gagné ma vie avec ce spectacle. La tournée était rentable.
un peu moins que prévu avec les annulations, les salles moins pleines à cause du Covid et tout ça, mais a été rentable. J'ai gagné ma vie avec ça, donc maintenant, je le donne aux gens. Et je pense, même si j'en ai pas encore parlé avec eux, que je le mettrai aussi sur le site d'Haroun Pasquinade. Ah yes. Où les gens peuvent donner un pourboire après. Ce que j'avais fait avec le précédent déjà. Je sais qu'ils préfèrent quand on met que sur leur site, mais je le mettrai sur YouTube et je leur proposerai aussi. Okay. Donc voilà, je n'ai pas de date précise parce que rien n'est organisé du côté de ma carrière, qui se gère sur un groupe WhatsApp, mais j'ai remis une vidéo pour la première fois cette semaine depuis très longtemps. Et puis mon but, c'est d'essayer de remettre quelques vidéos de ma tournée qui me restait sur mon disque dur, puis d'essayer de faire un espèce de crescendo. Ça terminera en apothéose par le spectacle. Là. Je pense que, vu ma flemme, je vais réussir à en mettre 2 après le spectacle, puis après, dans 6 mois, je mettrai encore Bruxelles, Lille et La Réunion. Peut-être tu vas devenir le stade de La Réunion en une vidéo, hein. Bah, en tout cas, peut-être ça marchera mieux que quand j'y étais. Mais les gens sur Twitter ont été gentils avec moi, globalement ou... Ben ouais, il y en a plein qui disaient genre que c'est trop bien qu'ils reviennent dans le podcast. Il n'y aura jamais assez d'épisodes avec Thomas Wiesel. J'étais là, alors calmez-vous. Mais je pense qu'on a fait le tour. Hein. Est-ce qu'il te reste des entreprises à roaster ou est-ce que tu as tout fait là? Ça, c'est une question intéressante parce que je sens quand même que il y a une évolution dans le type d'entreprise qui me contacte. Ah ouais? Oui, les grosses boîtes, j'ai plus tellement. Parce qu'ils savent... Bah, il y a eu les épisodes UBS, Crédit Suisse, Nestlé qui les ont un peu refroidis à force, je pense. Donc les banques, la dernière banque que j'ai eu fait, c'est... Les banques en Suisse, c'est comme ça représente une grande partie de l'économie. Donc genre, c'était pas un move très malin de ma part, mais voilà. On a une banque des paysans qui s'appelle la Raiffeisen, qui est la banque un peu rurale. Eux, ils m'ont contacté une fois pour une agence régionale, mais eux... Enfin... Je pense qu'ils m'ont contacté en se disant on n'a pas de scandale, mais j'en ai quand même trouvé pas mal. Et il y a une banque suisse-allemande qui m'a contacté pour un événement à Lausanne et je pense qu'ils ont vraiment genre dû déléguer à quelqu'un qui savait pas du tout qui j'étais. Donc je me suis bien foutu de leur gueule parce que j'ai accepté. Et puis voilà. Et là, j'ai de nouveau une banque pour la première fois, une banque cantonale genevoise. Mais sinon, les banques, les assurances, les grosses multinationales, ça, ils me contactent plus. Et de plus en plus... J'entends que quelqu'un propose mon nom dans le comité qui organise le truc et quelqu'un met son veto. Ça, c'est un peu le schéma de base maintenant. Où genre... T'es devenu sujet à veto. Ouais, un peu. Où tu sais, oui, ils m'engagent, enfin, ils entreprennent des démarches avec ma boîte, mon associé pour m'engager, tout ça. Puis après, quand tu dois faire valider plus haut le budget, bah là, il y a le veto sur mon nom parce que le patron se chie dessus de ce qu'il a. T'as jamais eu de trucs genre ils sont tellement vexés qu'ils te payent pas? Non, je crois pas que j'ai eu de trucs où ils sont tellement vexés. C'est très suisse. On est très vexés. Prenez votre argent, mais on est très vexés. D'accord. Non, mais je pense qu'on avait des contrats valables et que dans les contrats, il n'y a jamais de clause de contenu. Donc, légalement, ils sont obligés de me payer. Après, je pense certains, vu leur taille, ils auraient pu ne pas me payer et puis on n'aurait pas pu gagner de procès contre eux. Mais je crois que j'ai toujours été payé. Mais il faut aussi réaliser que les gens ont toujours l'impression que c'est l'entreprise que je vanne qui m'engage, mais il y a plein de formats où c'était pas le cas, où c'était un salon organisé par un média ou un salon indépendant ou une conférence et c'est pas... Ah oui, d'accord, c'est pas toujours... Non, tu as Nestlé, c'est pas Nestlé qui m'engageait, c'était un forum où le PDG de Nestlé parlait après moi. Et du coup, j'ai parlé de Nestlé, mais eux, c'est pas eux qui me payaient. Crédit Suisse, ils m'ont jamais engagé, c'est juste moi qui ai une fois fait un truc sur Crédit Suisse. Donc... c'est pas, le client est pas toujours insatisfait. J'ai l'impression qu'il y a cette... Ça devrait être ta baseline. Ouais, insatisfait ou remboursé. Non, la plupart des clients sont contents et les gens maintenant m'engagent en connaissance de cause. Et il y a quand même pas toutes les entreprises de la planète qui ont des squelettes dans le placard. Enfin, tout le monde a des trucs à vanner, mais vanner ne veut pas dire non plus clouer au pilori. Donc, des fois, cette image que j'ai d'être la personne qui vient, qui détruit une entreprise... Élise Lucet du LOL. Ouais, où t'es un peu le Joker dans Batman, où après je me casse, puis c'est en train de brûler derrière moi. Enfin, c'est pas ça du tout. Il y a quelques vidéos, effectivement. Alors que la vérité, c'est juste tu rentres en bus en ayant la flemme. Ouais, je rentre en train et en bus, ouais, c'est ça. Non, c'est beaucoup moins glamour et beaucoup moins
contentieux que ce que les gens imaginent. La plupart des clients sont contents et puis le patron vient me serrer la main à la fin et puis il me dit que c'était rigolo et puis voilà. Et puis des fois ils essaient de me rengager l'année suivante et puis je dis bah non, j'ai plus grand chose à dire. Mais je suis engagé par des types d'entreprises différentes. Je fais toujours beaucoup les clubs de sport, ça c'est un truc, même si ceux de Lausanne, à chaque fois que je vais, il y a tellement de problèmes que il faut que j'entends que ça change de propriétaire pour y retourner à chaque fois. Ce qui m'est arrivé dans le foot et le hockey, qui sont les 2 gros clubs de sport, j'ai fait 2 fois chacun. Et les 4 fois, j'ai eu des problèmes. Récemment, c'était quand même moi, je peux le dire, ça aussi. C'est un joueur de hockey dont il y a eu des problèmes conjugaux où sa nana s'est barrée avec un autre joueur de l'équipe. Et c'était public, c'était dans la presse. Et du coup, je suis obligé d'en parler. C'est une faute professionnelle si j'aborde pas le sujet. Le problème, c'est que ce joueur ne parlait pas très bien français, donc on lui a traduit mes blagues en suisse-allemand, et donc il y a eu un truc où je crois qu'il a surtout compris que j'avais parlé de ça sans vraiment comprendre ce que j'avais dit. Enfin bref, ça c'est un peu pas. Donc ça, j'ai vexé pas mal de monde dans cette équipe-là, et c'est l'équipe que je soutiens. Oh non. Des fois, je retourne au match, j'ai quelques potes qui sont dans l'équipe, puis les autres joueurs me jettent des sales regards, donc ouais, je suis un peu kamikaze des fois. Mais non, j'ai toujours des entreprises qui me contactent et c'est cool parce que c'est comme ça que je gagne ma vie entre les tournées. Donc j'essaie de pas me faire griller de partout quand même. Je pense que le jour où il n'y a plus aucune entreprise qui me contacte, il faut que je trouve d'autres sources de revenus. Donc j'aimerais bien ne pas casser ce modèle d'affaires. Parce que c'est quand même une chance qu'on a en Suisse par rapport aux autres pays. J'ai l'impression c'est que moi je gagne bien ma vie en faisant, je sais pas, j'en fais peut-être 4 par mois. Ah ouais. Ouais. Ok. Et ça suffit pour le matelas safe, et puis après tout ce que je fais en plus, je le choisis pas sur la base des critères financiers, ce qui est un vrai luxe. Typiquement mon spectacle, je choisis où je le mets et j'ai pas le truc de il faut qu'on rembourse la capta. La capta, je la paye en ayant à faire des blagues dans des entreprises. Puis voilà. Donc, et il s'avère aussi que j'apprécie, et ça c'est je pense peut-être une différence avec certains de mes collègues suisses, c'est que il y en a qui aiment pas du tout ça, qui le font par obligation, et dès qu'ils sont plus obligés, ils le font plus parce qu'ils souffraient. Et moi, la plupart du temps, ça se passe bien. Donc, j'ai la vraie chance que mes mandats alimentaires me dépriment pas. Donc ça, je suis content. Et parfois, ça me donne des vidéos cool. Je pense que c'est peut-être moins de 10% des privés que je filme et que je mets ensuite en ligne, parce que c'est souvent des trucs qui n'intéressent que les gens qui étaient présents dans la salle. Ouais. Mais des fois, quand j'ai une vidéo de bonne qualité, je la poste. Et je sais que les gens apprécient. Ça me fait rire des fois quand des gens m'écrivent depuis le Languedoc-Roussillon pour me dire que telle vidéo sur un club de foot suisse dont ils n'avaient jamais entendu parler leur a fait rire. Et je trouve que c'est ça qui est beau des fois aussi, c'est que la Suisse, on n'est quand même pas très doué pour s'exporter et pour que les gens s'intéressent à nos problèmes. Des fois, ça me fait rire quand les gens me disent je connais la politique suisse grâce à toi. Je sais pas si je dois m'excuser ou remercier, mais donc ça, je continue de faire pour répondre aux internets. Mais pour la suite, il faut aller voir mon prochain spectacle. Je suis sûr que entre maintenant et je sais pas quand tu sors cet épisode. Mon avis dans 2 semaines, 3 semaines. Ouais. Alors peut-être pas dans 2 semaines, mais quand j'aurai abandonné l'idée de faire un spectacle sur le travail. tous les endroits où j'ai fait du teasing et tout, vous verrez ça dans mon spectacle. Et après, les gens sur internet ils seront là. T'as déjà une idée de titre? Ouais, mais genre des trucs nuls. Genre, Thomas Wiesel travaille, puis je sais pas, je suis dans un bureau avec un cubicle, mais où j'imaginais Men at Work, tu sais, avec le torse nu avec un truc de chantier, un gilet de chantier, puis un casque. Non, mais j'ai pas réfléchi encore plus loin que ça au titre. Mais si je devais résumer en une tagline, c'est on travaille trop. Et j'hésitais à un moment donné à juste mettre ça pour être vraiment très honnête sur ce que va être le spectacle. Mais non, les titres de spectacle, je suis toujours assez nul, quoi. Et là, ça fait 4 ans que les gens me demandent si ça va, donc je vais peut-être faire gaffe avec ce que je mets comme titre. Du coup, ça va. Ouais. Dernière question. Quel est le meilleur joueur de l'Union Saint-Gilloise? Mais Undav, il est parti. Mitoma, il est parti. Je sais pas, j'ai pas encore... Là, j'ai vu que 2 fois la nouvelle équipe, donc... Mais justement, c'est l'occasion de dire un nom que tu as immédiatement regretté, et puis ce sera dans l'éternité. Je dirais Lazare, alors. Depuis l'année dernière, il a glow up de ouf. Il est très très bon. Maintenant, il est titulaire quasiment tout le temps. Et du coup, vous allez le vendre à Noël? Probablement. C'est déprimant d'être fan de clubs qui sont genre pas du tout assez grands pour garder les bons joueurs. Ouais.
Ah ouais, non, d'office, là, Casper Nielsen, qui était une putain de machine, est parti à Bruges, alors que ça faisait genre 12 ans qu'il était à l'Union. Se faire voler des joueurs par des clubs du même championnat, c'est toujours Ouais, très c'est chaud. rigolo. Hein. Bah, nous, on a une grosse mésaventure à Lausanne. Notre meilleur joueur a été acheté par l'Union Saint-Gilloise Pour qu'il joue 3 minutes à chaque pour match. le mettre sur le banc pendant 87 minutes. Puertas. On salue Cameron Puertas qui nous écoute, évidemment. Qui nous évidemment. Grand fan des gens qui doutent, Cameron Puertas. Bon. Ouais, bah on se voit au 4e épisode, quoi. Mais 4e épisode, je pense que je vais moi te préparer des questions. Moi, c'est tout ce qu'il faut pour pas bosser, je prends. Ouais, on fera ça. On fera ça, je t'afferai un peu ta carrière et je te poserai des questions. Elle a duré 2 ans. Bah, on a de quoi faire 4 heures de podcast. Ah, allez, d'accord. C'est toi qui l'as dit. Merci d'avoir écouté nos bêtises pendant plus d'1h30. J'espère que ça vous a plu. En description, il y a toutes les références qu'on a faites. Je mets aussi tous les liens vers les réseaux de Thomas, notamment son compte YouTube où sera bientôt publié son spectacle Ça va. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser des commentaires, des étoiles sur iTunes, sur Spotify et tout. Ça aide hyper fort à le faire connaître et donc à avoir accès à plus d'invités. Et puis, quitte à avoir votre téléphone en main, vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram où je poste non seulement tous les épisodes, mais aussi des blagues, des chroniques et mes dates de spectacle. Et puis j'ajoute que comme d'habitude, cet épisode a été mixé par Maxime Moitieu, l'ingénieur du son le plus chaud de ma région. Bisous!